Bienvenue à OK. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence intitulée Aide médicale à mourir, état des lieux. Avant de vous présenter le docteur L'Espérance, je vais laisser la parole à Michel de la DOCAR qui va vous expliquer un peu c'est quoi la DOCAR et vous présenter les activités à venir de la DOCAR. Merci beaucoup, Nicole. Alors, rapidement, on attend environ 80 personnes pour la conférence cet après-midi. Il y a la majorité, je pense que vous êtes habitués, vous connaissez l'association, la DOCAR, puis le type d'activité qu'on fait. Le message actuel s'adresse peut-être à ceux qui se joignent à nous pour une première fois. Donc, la DOCAR, c'est l'Association pour le développement des aînés à l'UQAR. Dans les faits, c'est un organisme à but non lucratif qui offre des formations, des conférences et des visites aux gens de 50 ans et plus de son territoire. Notre territoire, mais c'est de la Pocatière jusqu'aux îles de la Madeleine, en temps normal, mais en même temps, on peut être de n'importe où. Ailleurs, on a des participants, des collègues qui viennent de Longueuil, de Chaudière-Appalaches, de la Côte-Nord. Donc, c'est ouvert à tous, mais sachez, c'est ça notre territoire. Donc, ce que je veux juste vous présenter, puis l'autre chose, quand quelqu'un s'inscrit à une activité, vous devenez membre, on vous abonne de facto à notre infolette. Alors, dans le contexte actuel de la conférence du docteur L'Espérance, on vous a abonné. Vous allez recevoir une infolette, vous en avez peut-être déjà reçu une. Si vous trouvez qu'on empiète sur votre vie privée, vous aurez juste à vous désabonner dans la prochaine infolette. Il va y avoir un bouton en bas. Mais en même temps, soit que vous avez l'âge, en passant, on ne vous carte pas, soit que vous avez l'âge, ou vous connaissez quelqu'un dans votre réseau, dans votre, c'est ça, je sais pas, mais vos amis, la famille, qui ont 50 ans et plus et pour lesquels nos activités pourraient peut-être les intéresser. Alors, ça étant dit, je vais juste faire un petit partage d'écran. Ah, docteur d'Espérance, est-ce que je peux vous demander d'arrêter votre partage un instant? On va le reprendre. Ce sera pas long. Hop, Donc, vous excusez. non, mais ça, je crois que j'ai la possibilité. Voilà. OK. Donc, je vous partage le mien. Je veux juste vous montrer la page d'accueil du site web de la DOCAR et les activités à venir. Voilà. Donc, il y a différentes façons de recevoir l'information sur la DOCAR. Un, le fait d'être abonné à l'infolette, c'est la meilleure façon. Deuxièmement, sur le site web, la page d'accueil, on change régulièrement. On annonce les activités à venir dans les prochaines 2 semaines, donc évidemment la conférence d'aujourd'hui, mais sinon, même si ça a lieu lundi prochain, ça débute lundi prochain, il est toujours le temps de vous abonner, de vous inscrire à la formation qui s'appelle 6 jours dans l'histoire contemporaine du nationalisme québécois. C'est animé par Luc Cyr, qui est un producteur, réalisateur et scénariste. C'est la troisième, quatrième fois que M. Cyr offre des activités pour les gens, pour nos membres et les autres participants. Et donc, ça dure 3 semaines à raison de 2 heures semaine. Et à l'hiver dernier, on a vu 3 événements, dont la visite du général de Gaulle, voyons, l'émeute de Maurice Richard et aussi lors de la première élection de Pierre-Éliott Trudeau, quand il s'était fait accueillir joyeusement là, sur le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal. Alors, cette fois-ci, on va voir Lac Meech, le référendum, puis un troisième, je m'excuse de ma mémoire de poisson rouge. Donc, ces 3 rencontres de 2 heures, et vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir participé aux premières rencontres de l'hiver. Pas toutes les Après, sociétés. oh, pardon. Puis après ça, vous avez bien prendre soin de soi. Ça commence mardi prochain. Ben, c'est une seule rencontre. On a déplacé. Donc, Madeleine Fortier, qui est une régulière avec nous comme animatrice, c'est une conférence, une activité sur le thème de être l'aidant naturel sans s'y perdre. Et on travaille en ayant nos limites. Nicole, qui vous a souhaité la bienvenue il y a un instant, anime une rencontre le mercredi sur le sommeil et le vieillissement. Donc, vous avez ça. Après ça, pour ceux qui s'intéressent aux archives, on a l'archiviste ici dans l'Est du Québec qui s'occupe de Rimouski et Gaspé. Donc, il y a 2 rencontres, une sur Zoom. Guillaume va surtout aller du côté des archives judiciaires parce qu'on a déjà eu une rencontre il y a un an. Puis après ça, la deuxième rencontre va se faire physiquement dans les bureaux des archives à Rimouski et au Gaspé. Amateur de la langue française avec Mario Bélanger le 4 novembre. Donc, 3 semaines, à raison de 2 heures semaine.
Là, c'est la langue française. Fait que ce que Mario va faire, c'est un ancien agent de communication, auteur. Vous voyez le livre qu'il a déjà fait jadis, le petit guide du parler québécois, qu'on a beaucoup utilisé avec les personnes immigrantes, les nouveaux arrivants. Alors, 3 rencontres sur la langue française, l'évolution, les emprunts dans les autres langues. Puis aussi, ben, il va nous faire travailler, ceux qui ont été inscrits. Ça me fait penser qu'on a une nouvelle série qui s'appelle Bien vieillir financièrement. Et ça, on a 4 webinaires qui sont déjà prêts, qui nous sont offerts grâce à une entente avec Desjardins Courtage en ligne. Fait que si vous avez un intérêt pour tout ce qui est financier, la bourse, etc., vous avez accès à ces webinaires-là gratuitement. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous cliquez sur le bouton visionner le webinaire. Et les 2 autres activités que je vais vous présenter, les 3 dernières, dans le cadre d'un partenariat avec le Salon du livre de Rimouski, il y a 2 conférences. Alain Crevier, vous connaissez pour être l'animateur de... voyons, merci beaucoup. À ce moment-là, Alain Crevier va être au Salon du livre, dans une salle à Rimouski, mais en même temps, nous, on va la diffuser sur Zoom, sa conférence. Donc, vous pouvez vous inscrire, peu importe où vous êtes sur le territoire, et pas seulement à Rimouski. Ça, c'est le jeudi après-midi. Et le lendemain, vendredi à 13h30, ben là, c'est Jean-François Lisée avec son nouveau livre, L'évêque Trudeau, leur jeunesse. Alors, même principe, ça se déroule, mais cette fois-ci, c'est à l'UQAM, l'amphithéâtre, si vous êtes à Rimouski ou dans le coin. Mais sinon, vous pourrez aussi vous abonner, vous inscrire si vous êtes sur Zoom et qu'évidemment que la conférence vous intéresse. Et le dernière activité, pour ceux qui ont la fibre artistique, pardon, le surréalisme dans l'art avec Madeleine, qui fait une autre activité. C'est 3 rencontres, des rencontres de 2 heures pendant 3 semaines sur le surréalisme, puis elle va approfondir la recherche sur notamment, je vais vous montrer une page. Donc, on va aller faire un tour du côté de Jérôme Bosch, Salvador Dali et Paul-Émile Verduat. Ça fait un tour très rapide là, de nos activités qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Alors, le plus simple pour ceux qui sont nouveaux, vous arrivez sur la page, vous allez sur la page d'accueil du site web de l'ADOCAR, même endroit où vous vous êtes inscrit, puis là, vous allez avoir des nouvelles. Sinon, vous pouvez aller voir les formations, la liste, les conférences, etc. Fait que ceci étant dit, c'est ce que je voulais vous dire comme bonne nouvelle. Merci, Michel. Alors, il me fait Merci beaucoup. plaisir de vous présenter le docteur L'Espérance, qui est médecin neurochirurgien de formation. Il a œuvré en milieu hospitalier à Québec et à Montréal. Il a été professeur aussi adjoint à la clinique du département d'administration de la santé et de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et depuis novembre 2014, il est président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Et il consacre aujourd'hui l'essentiel de son temps et s'implique dans l'ultime soin de compassion, la mort médicalement assistée pour ceux qui le souhaitent. Et avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas fermé leur micro, là, je vous demanderai de fermer votre micro pour éviter que ça fasse du bruit durant la conférence. Et la période de questions va se dérouler à la fin. Alors, on pourra revenir là, sur le fonctionnement. Ce sera à tour de rôle pour les questions. Alors, je laisse la parole au docteur L'Espérance. Bienvenue, docteur L'Espérance. Merci beaucoup, Madame Ouellette. Merci, Monsieur Hébert. Tout le monde m'entend bien? Oui, Monsieur Hébert, ça fonctionne bien, Madame Ouellette? Oui, ça fonctionne bien. Il y a juste à démarrer votre présentation. Un petit mot pour les présentations que vous venez de faire, les communiqués. Je suis à peu près à la moitié du livre de Jean-François Lisée sur l'évêque Trudeau. Ceux qui le veulent, c'est absolument passionnant. C'est une histoire du Québec, puis un petit peu du Canada, mais surtout du Québec. C'est passionnant. Un deuxième point, M. Hébert, je ne veux pas vous contredire, mais des études scientifiques ont démontré que les poissons rouges ont de la mémoire, en fait, contrairement à ce que vous pouvez dire. Il faut faire pour pas troubler les pauvres poissons rouges. Ouais, je m'excuse, il faut près des poissons rouges. Exactement. Alors, merci beaucoup tout le monde d'être là. J'en ai pour à peu près 50 minutes en gros. Et après ça, la période de questions va durer jusqu'à épuisement des soldats, donc de vous tous. Donc, il n'y a pas de problème.
Prenez pas de notes non plus parce que la conférence vous est donnée par M. Hébert ou Mme Ouellet. Je ne sais pas quel des deux s'en occupe surtout. Vous pouvez avoir toute la conférence en PDF avec plus de diapositives que ce que je vous présente aujourd'hui. Et donc, ça va être plus facile pour vous de la visualiser. Par ailleurs, ceux qui voudront l'imprimer, je vous suggère très fortement de l'imprimer en noir et blanc, recto verso, ce qui va vous faire à peu près une dizaine de pages recto verso. Donc, voilà, bon, évidemment, voilà. Je suis neurochirurgien de formation. L'essentiel de ma carrière, je l'ai fait en traumatologie, en neurochirurgie générale, hémorragie cérébrale, etc. Je suis professeur adjoint clinique à l'Université de Montréal encore maintenant, avec une maîtrise en administration des services de santé à l'Université de Montréal dans le milieu des années 90. Et je suis cofondateur d'un cours de médecine d'expertise qui est encore très actif, essentiellement en ligne. Je suis président de l'Association québécoise, comme vous l'a dit, madame, depuis 2014. Et je tiens à le dire ici pour une raison précise. J'ai été nommé au mois de juin chevalier de l'Ordre national du Québec. Pourquoi je veux le dire? Pas pour moi, pas pour mon ego, simplement parce qu'il y a à peu près 20 nominations par année. Et ça démontre que le gouvernement du Québec, quel que soit le gouvernement, là, je ne fais pas de politique, a trouvé utile ou nécessaire ou pertinent de nommer quelqu'un à cet ordre national, une personne qui s'occupe d'aide médicale à mourir, ce qui veut dire que c'est quand même bien imbriqué dans les mœurs et je trouve ça remarquable que dans une société comme la nôtre, nous soyons assez progressistes pour que maintenant l'aide médicale à mourir soit acceptée à un point tel qu'on nomme le président chevalier de l'Ordre national. Par ailleurs, vous tous qui écoutez la télévision ou qui écoutez différentes radios, ben, vous pouvez constater que de façon générale, on ne parle plus maintenant d'aide médicale à mourir comme de quelque chose d'exceptionnel. Dans diverses séries et ailleurs, ben, on entend dire, oui, ben, monsieur un tel ou madame une telle a eu l'aide médicale à mourir. Encore dernièrement, j'entendais ou je lisais un article de quelqu'un au Québec, là, je me souviens plus exactement de qui, où on disait, ben, il est décédé d'aide médicale à mourir. Et on passe tout de suite immédiatement au curriculum vitae de cette personne sans du tout faire un plat sur l'aide médicale à mourir. Fait que personnellement, je trouve que c'est une avancée remarquable dans notre société. Je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt. Je suis prestataire d'aide médicale à mourir essentiellement dans la région de Montréal. L'association a été fondée, quelques mots très rapides. L'association a été fondée en 2007 par Mme Hélène Bolduc, une infirmière maintenant retraitée, mais tout à fait active encore. Nous sommes 7 membres sur le conseil d'administration qui sont tous des bénévoles. Depuis 2020, nous avons une subvention du gouvernement du Québec, ce qui nous a permis d'engager une directrice générale et nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous comme conseiller juridique pro bono, Maître Jean-François Leroux, qui était un des 2 avocats dans la cause Gladue-Truchon en 2019 au Québec. Il n'y a aucun frais pour les conférences ou les autres services. Et par exemple, des gens comme l'ADOCAR, on leur demande simplement de donner un don, comme ils sont habitués de donner pour d'autres conférences à l'association. Je n'ai personnellement aucun revenu de ce type d'activité, bien évidemment. Quelle est la mission de l'association? Elle œuvre pour s'assurer que les lois permettent à chaque citoyen de choisir et d'obtenir des soins de fin de vie, notamment l'aide médicale à mourir, conforme à sa conception personnelle de dignité. Nous avons un volet militant, du travail auprès des parlementaires, et un volet éducatif, d'information continue auprès de nos membres. Par exemple, la semaine prochaine, mardi, je suis invité à Ottawa à une présentation à des députés nouvellement élus, ainsi qu'à des sénateurs qui sont, paraît-il, peu connaissant des lois sur l'aide médicale à mourir au Canada, ce qui m'a surpris parce que ça fait quand même 10 ans, mais bon, voilà, il semble que ce soit malheureusement le cas. Il y a des collectifs régionaux, donc dans la région de Québec, mais surtout le collectif, je dis surtout parce que nous sommes ici dans la région de l'Est du Québec. En 2022 a été créé le collectif L'Est du Québec qui touche le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et de la Madeleine. J'ai eu le plaisir de faire 2 fois le tour de la Gaspésie, dont une fois au printemps dernier. 3 jours, 1000 kilomètres, je peux vous dire que c'est du travail. Puis l'automne dernier, nous étions allés aux îles de la Madeleine aussi pendant une semaine. C'est M. René Paquette, maintenant qui est tout en train de changer la direction. M. Paquette, ça va être Mme Lévesque qui va s'occuper maintenant du collectif L'Est du Québec. Ils sont très actifs. Alors, le plan aujourd'hui, nous allons parler des directives médicales anticipées
qui est tout à fait différent des demandes anticipées qui est en vigueur depuis quelques mois. Alors, retenez bien la différence, même si c'est le même qualificatif. Directive médicale anticipée, nous allons aborder brièvement les critères actuels pour l'aide médicale à mourir, un peu l'avenir, et je vais passer un peu plus de temps sur les demandes anticipées, parce que c'est ça qui intéresse dans la modification de la loi, c'est ce qui intéresse beaucoup plus les gens. Alors, quelles sont les directives médicales anticipées? C'est dans la loi 2 du Québec depuis le début, donc depuis 2014 et en vigueur depuis 2015. Malheureusement, c'est peu connu et comme j'ai l'habitude de dire, n'y voyez aucune méchanceté, mais peut-être un éditorial. Si le gouvernement avait fait autant de publicité sur les directives médicales anticipées qu'il en a fait sur le cannabis à l'époque, on serait en voiture, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Les directives médicales anticipées, c'est propre à chaque citoyen et ça évite l'acharnement thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire, les directives médicales anticipées? Je vous donne un exemple dans deux, trois diapositives. Ça veut dire que si vous arrivez à l'hôpital inconscient, quelle que soit la cause de votre inconscience, hémorragie cérébrale massive, accident de voiture, etc., etc., vous pouvez, si vous avez complété vos directives médicales anticipées, dire au médecin, moi, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, je ne veux pas être gardé sur un respirateur, je ne veux pas de dialyse, etc., etc. C'est exactement comme si vous parliez au médecin ou au personnel soignant. Donc, ça évite l'acharnement thérapeutique et ça évite les discussions difficiles entre les proches. Malheureusement, ça existe. Aux soins intensifs, on le voit. À l'urgence, on le voit. Aux soins palliatifs aussi, on le voit des patients qui, par exemple, la fille qui s'est occupée de sa mère dans les 10 dernières années, qui dit, maman, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas être placée sur respirateur. Arrive le fils qui, lui, habite en Alberta, qui voit sa mère aux 5 ans et qui dit, non, non, moi, je veux garder maman, je veux garder maman. Puis si vous n'êtes pas capable de la garder en vie, moi, je vais l'amener en Alberta, ils font des miracles. Puis si ça ne marche pas en Alberta, on va aller aux États-Unis, ils font encore plus de miracles. Ça fait des discussions difficiles et je vous prie de croire que malheureusement, ça existe, ce type de discussion-là devant un patient qui est devenu complètement inconscient. Et ce qui est la beauté des directives médicales anticipées dans la loi du Québec, c'est qu'il y a un caractère contraignant pour le personnel soignant. Alors même si vous tombez sur un médecin qui, pour des raisons religieuses ou autres, veut absolument vous garder sur respirateur, par exemple, même si vous êtes comateux, mais si vous avez fait vos directives médicales anticipées, il y a un caractère contraignant pour le personnel soignant. Vous pouvez aller directement sur notre site aqdmd.org, chercher directive médicale anticipée, vous allez avoir tous les renseignements, ou alors vous téléphonez directement à la RAMQ pour obtenir votre formulaire au téléphone sans frais. Vous dites je veux obtenir mon formulaire de directive médicale anticipée. Ils vont vous demander votre nom, votre adresse et ça va vous être envoyé. Vous pouvez aussi l'obtenir, surtout s'il y a une grève des postes, directement sur l'Internet. Mais ce qui est important de comprendre, je vais prendre ici un ordinateur dont je vois le nom, Madame Lucie Sénéchal ou Sénéchal. Alors, ça va être adressé, les directives médicales anticipées, ça va être pour Madame Lucie Sénéchal, pour personne d'autre. Donc, c'est très important de compléter vos directives médicales anticipées et ça va être directement dans l'ordinateur de tout le réseau de la santé. Si vous arrivez inconscient à l'urgence, le médecin ou l'infirmière praticienne, l'infirmière au triage, normalement devrait aller voir si vous avez fait vos directives médicales anticipées. Mais, vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir par vos directives médicales anticipées. Les directives médicales anticipées, ça vous protège contre l'acharnement thérapeutique. Il y a trois grandes situations cliniques. Une condition médicale grave ou incurable, vous êtes en fin de vie, un état comateux jugé irréversible ou une atteinte sévère irréversible. En gros, ça veut dire que vous êtes incapable de donner votre avis ou votre consentement au médecin. Alors, ça consiste trois vignettes cliniques où on vous demande si vous consentez ou vous refusez cinq techniques médicales, réanimation cardio-respiratoire, par exemple, dialyse rénale ou encore d'hydratation forcée ou artificielle. Ne vous inquiétez pas, de façon générale, si vous arrivez à l'urgence, on va tous, les médecins et infirmières, on va sauter sur vous, puis on va vous mettre des tubes partout où il y a des trous. S'il manque de trous, on va en faire d'autres pour mettre d'autres tubes, mais on va s'assurer d'abord du diagnostic, bien évidemment, et s'assurer que votre condition est devenue irréversible. Ça peut prendre 24 heures, ça peut prendre 48 heures, mais en général, on peut le savoir assez rapidement avec les examens, avec surtout l'évolution du patient. Donc, vous allez être d'abord mis sur respirateur au début, on va faire les examens et par la suite, il y aura une décision. Donc, c'est ça que vous devez décider, vous. Si vous consentez,
vous n'avez pas à faire vos directives médicales anticipées, les docteurs vont le faire pour vous. Mais si vous refusez, c'est là que c'est important de faire vos directives médicales anticipées. Donc, pour obtenir le formulaire, je viens de le dire, soit que vous allez sur le site de la RAMQ, soit que vous téléphonez. C'est tout à fait différent, retenez bien cette différence, c'est tout à fait différent des demandes anticipées. C'est le même qualificatif, demandes anticipées, des directives médicales anticipées. Les demandes anticipées, c'est ce qui existe depuis l'automne 2024, donc depuis un an maintenant, pour les maladies neurodégénératives cognitives. On va y revenir plus tard dans la présentation, mais retenez surtout que directives médicales anticipées, tout le monde doit les faire à partir de 18 ans. Ça va vous protéger, ça va protéger votre famille, comme je disais. Les demandes anticipées, on va y revenir plus tard. Comme vous êtes des gens adultes et vaccinés, vous avez certainement entendu parler des mandats de protection, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de votre famille. C'est ce qu'on appelait avant les mandats en cas d'inaptitude. En général, la première étape, c'est le mandat de protection au bien. Alors, je prends M. Hébert, par exemple. M. Hébert, avez-vous encore votre père ou votre mère? On ne va pas faire d'impair. Non, ni un ni l'autre. Madame Ouellette, votre père ou votre mère? Non, donc ça va mal. Bon, supposons que vous avez un frère aîné qui commence à avoir une maladie neurodégénérative cognitive et il ne veut plus s'occuper de faire ses chèques de loyer, par exemple, parce qu'il se mélange dans ses affaires. Et là, il vous dit, bon, ben, je vais prendre M. Hébert. Ben, Michel, c'est toi qui vas t'occuper de faire mon loyer puis t'occuper de mon compte en banque. Parfait. Donc ça va prendre un mandat de protection au bien. De façon très générale, lorsqu'un patient, une personne demande un mandat de protection au bien, elle est encore apte à prendre ses décisions pour sa santé. La deuxième étape, c'est quand la personne devient vraiment inapte pour décider pour elle-même, pour des soins de santé. Et là, c'est le passage au mandat de protection à la personne. Mais de façon générale, la personne est rendue inapte. Dans le mandat de protection au bien, ça peut durer quelques années si la personne est simplement plus capable de s'occuper de ses affaires, quelle que soit la raison. Mais vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir dans un mandat de protection. C'est important de le comprendre parce que parfois, un notaire va vous dire, bon, ben, on va faire votre mandat, puis si vous voulez de l'aide médicale à mourir, vous pouvez bien le faire avec le notaire si vous voulez, mais ça ne vous donnera rien. L'aide médicale à mourir ne peut pas être demandée dans un mandat de protection. Alors, on arrive au deuxième point, les critères actuels pour obtenir l'aide médicale à mourir. Pourquoi l'aide médicale à mourir? C'est le respect du principe d'autonomie de la personne. Vous vous souvenez qu'il y a 40, 50, 60 ans, le docteur disait quelque chose, puis c'était parole d'évangile, puis si le patient n'était pas content, il allait voir le curé, puis le curé disait, écoute le docteur. Pour ça, c'était parole d'évangile. Donc, à ce moment-là, la personne n'avait pas grand-chose à dire. Malheureusement, ça existe encore dans certains pays, en France en particulier, où il y a encore une certaine résistance au principe d'autonomie de la personne, mais ici, c'est réglé en Amérique du Nord et au Québec plus particulièrement. C'est réglé depuis longtemps. C'est le patient qui décide pour lui-même ce qu'il veut comme traitement ou non. Et c'est le respect, bien sûr, sous-jacent à ça, du principe de dignité et de liberté de choix. Vous vous souvenez qu'au début, ceux qui ont suivi un peu les discussions, lorsque la loi a été passée, il y avait beaucoup de gens, surtout des religieux, qui disaient ça n'a aucun sens de donner l'aide médicale à mourir. Les docteurs vont se promener dans un CHSLD, puis ils vont donner l'aide médicale à mourir. On entend encore ça, malheureusement. Les docteurs vont tuer les vieux ou les handicapés. C'est complètement faux, évidemment. Qu'est-ce que c'est les vraies données, les vrais chiffres? En 2023-2024, c'est les derniers chiffres que nous avons. On n'a pas encore les chiffres 2024-2025. On devrait les avoir prochainement. Dans tous les décès au Québec, autour de 70 000 dans cette dernière année, 7,3 des patients sont décédés par aide médicale à mourir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que plus de 90 des patients qui sont décédés sont allés au bout de leur maladie, quelle que soit leur maladie. Donc, c'est relativement peu encore. Alors, de dire qu'il va y avoir un chaos infini, puis ça va être bien effrayant, tout le monde va avoir l'aide médicale à mourir, non, absolument pas. 7,3 des patients. Et on voit que la courbe commence déjà à diminuer. Il y avait une progression, bien sûr, au début. La loi n'était pas connue. Puis maintenant, on voit que la courbe commence à diminuer. On sait qu'au Québec,
Même chose au Canada. Il y a une immense majorité de la population qui est favorable à l'aide médicale à mourir. Voici la courbe en question. Évidemment, en 2015, il n'y en avait pas d'aide médicale à mourir. La loi a été connue. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020-2021? La cause de la Dutruchon, qui ont enlevé le critère qu'il fallait être en fin de vie pour obtenir l'aide médicale à mourir. Donc, ici, c'était essentiellement des cancers. Et ici, ben, on a enlevé ce critère d'aide médicale à mourir parce que non constitutionnel. Et vous voyez que la courbe a été un petit peu plus relevée. Et on voit que depuis un an, la courbe a tendance à s'aplanir. Nous, en tout cas moi, puis les collègues, on pense bien que dans les prochaines années, on devrait toujours rester en dessous du 10 ou à peu près. Peut-être qu'avec beaucoup d'années, on va passer un peu au-dessus du 10 de décès, mais c'est relativement peu. Qui est touché par l'aide médicale à mourir? Dans 75 des cas. Puis tout ce que je vous dis là, c'est vrai pour le Québec, mais c'est à peu près la même chose pour le Canada. Dans 75 des cas, c'est des gens qui sont âgés de 70 ans et plus. Alors, quand on entend de dire, ben, le jeune qui est dépressif, qui vient de perdre sa blonde, il va avoir l'aide médicale à mourir parce qu'il veut mourir, il a perdu sa blonde. Non, c'est pas vrai. D'abord, perdre sa blonde ou son chum à 25 ans, c'est pas une maladie grave et incurable. Ça se corrige de façon assez rapide, généralement. On a tous vécu ça. Des gens qui sont atteints de cancer dans 60 des cas, avec un pronostic de survie d'un an ou moins dans 84 des cas. Alors, c'est faux de dire là aussi que les gens sortent du bureau du médecin et qu'ils demandent l'aide médicale à mourir parce qu'ils viennent de se faire donner un diagnostic d'une grosse maladie. Non. En général, 84 des cas, les gens ont un pronostic de survie d'un an ou moins. Donc, ils ont progressé dans leur maladie, mais ils ont progressé aussi dans leur réflexion. Donc, c'est important de garder ces chiffres-là. Où est-ce que ça se fait? 55 des cas en centre hospitalier, à domicile dans près de 30 des cas, en CHSLD 9 en maison de soins palliatifs dans 6 Comme nous sommes dans le bas du fleuve, je peux vous dire que la résidence Desjardins à Rivière-du-Loup offre l'aide médicale à mourir depuis quasiment les tout débuts, alors que la maison Reine-Élisabeth, c'est ça, Reine-Élisabeth à Rimouski, c'est ça, Reine-Élisabeth? Marie-Élisabeth. Marie-Élisabeth, je suis toujours mêlé, je m'excuse. Maison Marie-Élisabeth à Rimouski a attendu l'automne 2024 et donc la loi pour offrir l'aide médicale à mourir. C'est pour des raisons religieuses. Ils n'ont jamais voulu offrir l'aide médicale à mourir. Mais la loi du Québec qui a été modifiée en novembre 2024 oblige toutes les maisons de soins palliatifs à accéder aux besoins d'un patient, au désir d'un patient qui veut l'aide médicale à mourir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de l'offrir à tout le monde, mais si un patient le demande, ils sont obligés de l'accommoder. Si le personnel à l'intérieur de la maison de soins palliatifs, c'est vrai partout au Québec, là, si le personnel médical ou autre à l'intérieur de la maison de soins palliatifs n'est pas confortable, ils ont le droit à leur objection de conscience, mais la maison a l'obligation, la direction a l'obligation d'aller chercher un médecin et une infirmière éventuellement qui va procéder à l'aide médicale à mourir. En général, l'aide médicale à mourir est administrée dans les 38 jours après la demande. Oups, excusez-moi, je suis trompé de bouton. Je précise tout de suite. Il n'y a aucune opposition entre les soins palliatifs de fin de vie. En général, on parle des 3 derniers mois de vie. Le pronostic étant toujours particulièrement difficile à être précis, mais de façon générale, on peut quand même dire, ben, malheureusement, monsieur ou madame, votre père ou votre mère, il ne vous reste que quelques semaines devant vous. Il n'y a aucune opposition entre la sédation palliative continue qui consiste à endormir le patient lorsqu'il en a fait la demande. Et puis, c'est sa maladie qui l'emporte parce que si on l'endort, ben, il ne peut plus s'alimenter, il ne peut plus s'hydrater. Donc, on lui donne une sédation palliative continue, on l'endort. Personnellement, j'appelle ça une aide médicale à mourir qui s'étale sur 3, 4, 5 jours, mais c'est tout de même, en bout de ligne, c'est la même chose. Les soins de confort, généralement, on s'entend pour dire que c'est pendant les quelques mois ou semaines précédents. Ce que ça veut dire, c'est un petit peu la même chose que les soins palliatifs, c'est-à-dire que on donne des soins de confort, on donne des anxiolytiques, on donne des médicaments bien évidemment contre la douleur. Et il y a finalement l'aide médicale à mourir.
Toutes les modalités sont à la disposition du patient selon ce que le patient désire, bien évidemment. Et nul n'est obligé de prendre une modalité plutôt qu'une autre, en fonction de son autonomie, de sa propre perception de sa dignité et bien sûr de sa liberté de choix. Vous avez peut-être entendu dire pendant quelques années qu'il y avait une différence entre la loi du fédéral, qui relève du code criminel. Il n'y a pas une loi sur l'aide médicale à mourir, c'est une exemption dans le code criminel. Et la loi 2 du Québec, qui est une loi sur les soins de fin de vie, incluant l'aide médicale à mourir. Nous sommes la seule province dans tout le Canada à avoir une loi spécifique sur les soins de fin de vie. Toutes les autres provinces sont gérées, si on veut, sont soumises au code criminel. Le Québec aussi. Puis maintenant, dans les dernières années, les critères sont les mêmes. Donc, il faut être assuré avec sa carte d'assurance maladie de la province. Si vous êtes au Québec, vous ne pouvez pas obtenir l'aide médicale à mourir en Ontario et vice-versa. Pourquoi ça a été mis? Il faut que je vous dise une chose avant, c'est que le fédéral, en 2016, a modifié le code criminel en prenant exemple sur la loi du Québec. Et pourquoi au Québec, on avait dit qu'il fallait être assuré pour avec sa carte d'assurance maladie? C'était pour éviter le tourisme médical de gens qui viendraient d'ailleurs, des autres provinces ou des États-Unis, par exemple, ou d'Europe, pour avoir l'aide médicale à mourir. Donc, il faut être assuré que sa carte d'assurance maladie de la province. Il faut être majeur, 18 ans et plus, et il faut être apte à décider pour soi-même. La première condition que l'on regarde lorsqu'on évalue un patient, est-ce que ce patient-là, excusez-moi, est-il apte à prendre ses décisions pour lui-même? Est-ce qu'il y a des pressions qui viennent de la famille ou autre? Si le patient est apte à prendre sa décision, on passe à l'étape suivante. Est-ce que ce patient présente une maladie grave et incurable? Maladie grave et incurable, ça ne veut pas dire un cancer métastatique. Ça veut dire, par exemple, un Parkinson, c'est une maladie grave et incurable. Ça veut dire une sclérose en plaques, qui est une maladie grave et incurable. Ça veut dire un patient qui a une insuffisance rénale. Même si l'insuffisance rénale, le patient est en dialyse 3 fois par semaine, vous connaissez probablement certains d'entre vous de ces patients-là qui vont 3 fois par semaine à l'hôpital pour faire nettoyer leur sang, comme les gens disent. Bien, s'il arrête sa dialyse, ce patient-là, il va mourir en quelques jours, quelques semaines au maximum. Donc, c'est une maladie grave et incurable, même s'il y a un traitement. Il faut avoir un déclin irréversible. Le déclin irréversible, ça veut dire que le patient ne peut plus faire ce qu'il faisait auparavant. Pas selon ce que la famille pense ou encore moins le médecin, selon ce que le patient ressent. Je vous donne un exemple. Dans la cause de Carter, qui a décidé la Cour suprême en 2015 à dire que aider quelqu'un pour une aide médicale à mourir était non constitutionnel. Madame Carter, c'était pas un cancer qu'elle avait. Madame Carter, elle avait de l'arthrose lombaire qui l'empêchait de plus en plus de faire des activités qu'elle aimait, aller se promener autour de sa maison, etc. Et donc, la Cour suprême a dit, Madame Carter a le droit, bien sûr un consentement libre et éclairé, a le droit d'être accompagnée pour son décès parce qu'elle a une maladie grave et incurable. À son âge, elle ne pouvait pas être opérée de son dos, sans aucune garantie d'ailleurs. Et elle avait un déclin irréversible pour elle. C'est vrai pour tous les patients. Il faut avoir aussi une souffrance physique ou psychologique ou existentielle. Souffrance physique, ça se comprend bien dans un cancer, par exemple. Par exemple, une souffrance psychologique, une sclérose en plaques, c'est pas forcément souffrant au plan physique. Mais un patient qui était habile de ses mains et qui voit qu'il ne peut plus rien faire de ses mains, c'est une souffrance psychologique. J'ai eu un patient comme ça, à peine âgé de 60 ans. Il ne pouvait plus faire de la menuiserie dans sa maison. Et pour lui, c'était une souffrance psychologique de voir que la cuisine qu'il avait fait lui-même, il ne pouvait pas réparer des choses qui tombaient. Donc ça, c'était pour lui très difficile à vivre. La souffrance existentielle, on va en parler surtout avec des maladies dégénératives comme l'Alzheimer. Aujourd'hui, vous êtes apte à prendre vos décisions. Excusez-moi. Vous êtes apte à prendre vos décisions. On vous dit que vous avez une maladie comme l'Alzheimer. Vous n'avez pas de souffrance physique. Vous avez probablement un peu de souffrance psychologique. Mais surtout, vous ne voulez pas vous voir vous détériorer dans le futur. Vous savez ce qui va vous arriver et vous ne voulez pas être comme ça. C'est ça la souffrance existentielle. Intolérable selon le patient. Pas intolérable selon le docteur, le curé, l'imam ou le rabbin. Intolérable selon le patient. Malheureusement, j'ai encore des téléphones à l'association de gens qui m'appellent pour me dire mon docteur m'a dit que je n'étais pas rendu là, je n'étais pas assez souffrant. C'est pas au docteur à décider que vous souffrez, c'est le patient lui-même qui ressent la souffrance. Fait que s'il y en a d'entre vous
qu'il y avait des gens qui ont demandé autour de vous l'aide médicale à mourir, puis le médecin ou l'infirmière vous a dit, ben, vous n'êtes pas rendu là. Non, non, c'est vous qui décidez à quel stade vous êtes rendu. C'est bien important de comprendre cet élément-là. Est-ce que c'est la même chose au Québec, au Canada? Oui, absolument. La seule différence, c'est qu'au Canada, l'aide médicale à mourir, qui est l'administration directe par un médecin ou une IPS, une infirmière praticienne, c'est maintenant légal au Québec. Mais ça, c'est partout au Canada, incluant le Québec. Mais au Canada, il y a aussi le suicide assisté qu'on appelle, c'est-à-dire l'aide médicale à mourir par voie orale. On donne les médicaments au patient et c'est le patient qui prend les médicaments quand il l'a décidé. On n'a pas ça au Québec, c'est pas dans la loi et il n'y a aucun désir d'aller là, ni par nous, prestataires, ni par la population. On n'entend jamais parler. Puis au Canada, l'an dernier, dans les chiffres que nous avons, le dernier chiffre que nous avons, 2023, il y a eu 7 demandes d'aide médicale à mourir par voie orale. C'est très peu. Et on ne sait même pas si ces patients-là, finalement, ont pris leur pilule. Oh, je vais enlever la petite main. Je ne sais pas pourquoi elle est partie là. Ben, c'est la main, voilà. Donc, voilà. Le suicide assisté, il est très, très peu pris. Dans 11 États aux États-Unis, on parle d'aide médicale à mourir, mais ce n'est pas vrai. C'est du suicide assisté. Il faut que le patient ait un pronostic de 6 mois ou moins de vie. Comme médecin, je peux vous dire qu'on se trompe tout le temps dans le pronostic, sauf si le patient est rendu presque dans les dernières semaines. Et la même chose pour la Suisse. Vous avez probablement tous entendu parler de la Suisse, du suicide assisté. Ce n'est pas de l'aide médicale à mourir. En Suisse, le suicide assisté existe depuis 1947, après la Deuxième Guerre mondiale, mais pas l'aide médicale à mourir, qui est encore criminelle. Donc, en Suisse, si quelqu'un veut aller en Suisse, son dossier va être étudié par des médecins, souvent aussi un psychiatre. La personne est acceptée. Elle va être accompagnée en Suisse là-bas par des gens qui s'occupent de cet élément-là de soins, par exemple Exit ou ce type d'organisme. Ce sont tous des bénévoles. Et la personne va être placée dans un endroit, on va lui donner les médicaments ou une tubulure avec un soluté, et c'est la personne elle-même qui doit prendre les médicaments ou ouvrir la tubulure avec phénobarbital. Donc, c'est du suicide assisté. Le suicide assisté n'est pas autorisé au Québec. Donc, retenez que le suicide assisté est légal au Canada, mais c'est très, très, très peu utilisé et que ce n'est pas autorisé au Québec. Oups. Bon, voilà. Alors, quelle est la démarche pour demander l'aide médicale à mourir? Le patient va signer sa demande avec un médecin, une infirmière, un travailleur social, tout professionnel de la santé. Et tout professionnel de la santé, si un patient lui demande de signer la formule, il a l'obligation déontologique de la faire signer, même s'il n'aime pas ça. Et ça n'oblige en rien, ça ne l'oblige pas du tout lui-même à faire la demande, à faire l'aide médicale à mourir. Il c'est simplement de signer la demande qui va être adressée. La demande va être envoyée directement à la direction des services professionnels. Par exemple, prenons l'exemple de Rimouski ou de Rivière-du-Loup, et va être aussi envoyée, dépendant des CIS, là, dépendant des organisations régionales, peut être envoyée aussi au GIS, au GIS, Groupe interdisciplinaire de soutien. Donc, ça, c'est variable, mais c'est là que la demande est envoyée. Donc, le professionnel a l'obligation déontologique de le faire. Alors, une fois que la demande est envoyée, bien là, la direction des services professionnels ou le GIS va envoyer cette demande-là à tous les médecins et infirmières praticiennes spécialisées qui évaluent les patients et qui font l'aide médicale à mourir. Et là, ce premier médecin ou IPS va aller voir le patient et va voir s'il remplit les critères, comme on les a vus tout à l'heure. Et là, qui va dire que le patient est admissible ou non. Et ce premier médecin-là, on appelle le premier médecin, même s'il voit le patient en deuxième, c'est pas d'importance, mais c'est celui qui va donner le soin d'aide médicale à mourir. Ce médecin, infirmière ou praticienne spécialisée, va dire si le patient est dans la classe 1, mort naturelle raisonnablement prévisible, donc il n'y a aucun délai s'il est dans la classe 1. Il peut obtenir l'aide médicale à mourir dès le lendemain de sa demande. Ou dans la classe 2, la mort naturelle est non raisonnablement prévisible, donc un délai de 90 jours. Qu'est-ce que c'est des exemples? Alors, par exemple, dans la première catégorie, mort naturelle raisonnablement prévisible, le cancer, une insuffisance cardiaque ou pulmonaire avancée, il n'y a plus de délai de réflexion comme il y avait
avant 2021, c'est-à-dire un délai de réflexion de 10 jours. Ça n'existe plus. Et tous les autres critères sont bien évidemment obligatoires. Alors, en fait, ce que ça veut dire, c'est que comme évaluateur, on va dire, est-ce que la maladie qu'a ce patient va l'amener à son décès dans un avenir prévisible? Il n'y a pas de délai. Ça peut être 18 mois, 24 mois, 2 ans, 2 ans et demi. Mais par exemple, une insuffisance cardiaque ou pulmonaire avancée, on sait que cette maladie-là va emporter le patient à un moment donné. Donc, c'est ça la catégorie 1. Dans la catégorie 2, c'est par exemple une sclérose en plaques que l'on voit au début de sa maladie. Alors, bien évidemment, le patient, il va pouvoir, on dit souvent de ces patients-là, comme un Parkinson, qui vont mourir de d'autres choses que leur maladie, ils vont mourir avec leur maladie. Mais ce que ça amène souvent pour ces patients-là, c'est beaucoup de sérénité. Ils savent qu'ils vont être accompagnés si jamais ils se détériorent et qu'à un moment donné, ils n'en peuvent plus, mais ils savent qu'ils vont être accompagnés. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de sérénité. Dans cette catégorie 2, mort naturelle non raisonnablement prévisible, il y a un délai de 90 jours. Est-ce que entre le moment où on évalue le patient et le moment où il peut obtenir son aide médicale à mourir? Est-ce que ça veut dire qu'il doit l'avoir au 91e jour? Pas du tout. Il peut l'avoir 6 mois après, 1 an après. Moi, j'ai plusieurs patients sur ma liste. Ça fait 2, 3 ans que je les suis. Je ne leur demande pas toutes les semaines s'ils sont prêts, là, inquiétez-vous pas, ce ne serait pas très gentil de ma part, mais ils savent très bien qu'ils peuvent m'appeler au moment où ils en auront assez. J'ai justement eu aujourd'hui même une jeune femme que je suis depuis 2 ou 3 ans qui m'a dit, bon, ben là, je serai prête pour l'automne prochain. On verra bien rendu à l'automne prochain, elle peut changer d'idée, mais c'est ça l'idée des 90 jours. Et c'est pas du tout nécessaire de reprendre tout le processus, absolument pas. Une fois que le premier médecin ou IPS a vu le patient, bien, il y a un deuxième qui l'évalue. Ça va être assez souvent le médecin traitant qui va dire, oui, bien, je connais monsieur ou madame un tel. Et c'est vrai que ce patient-là présente un cancer ou un Parkinson. Je le suis depuis 2, 3, 4, 5 ans. Et donc, voici ce que va donner. C'est ça l'avis du deuxième médecin qui va dire que le patient rencontre les critères. Puis après ça, bien, tout le reste appartient au demandeur. Il va choisir sa date. C'est lui qui décide. Il n'y a aucune nécessité de refaire une évaluation, autant qu'il conserve son aptitude à décider pour lui-même. Bon, si le patient me dit qu'il veut ça le 25 décembre, on va peut-être discuter un peu là, pour mettre ça le 26 ou le 24, mais vous comprenez un peu l'idée, c'est le patient qui décide. Où est-ce qu'il peut? Ça peut être chez lui, ça peut être dans son appartement, ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans une résidence pour personnes âgées, ça peut être même au salon funéraire. Ils sont bien habitués à ça, ils ont des grands locaux. Puis c'est directement du producteur au consommateur. Il n'y a pas besoin d'avoir de délai, il n'y a pas besoin d'avoir un salon funéraire qui vient chercher la dépouille, rien de tout ça. Ça peut être dans votre chalet de camp de chasse. Il y a eu des patients qui ont demandé ça. La seule différence ici, c'est que ça prend quand même une route carrossable pour qu'on puisse ramener la dépouille, évidemment. Mais sinon, c'est au choix du patient lui-même. Tout le reste va y appartenir, avec qui il veut ça, quelles sont les circonstances où il veut avoir son aide médicale à mourir, est-ce qu'il veut faire un banquet avec sa famille, est-ce qu'il peut avoir du champagne? Absolument. C'est pas du tout comme une chirurgie. Plusieurs patients à domicile font ça très fréquemment avec leur famille, avec des repas, avec du champagne, avec du vin, etc. Je rappelle encore une fois que l'objection de conscience existe pour le soin et l'évaluation. Si j'ai une objection de conscience religieuse ou autre, je n'ai aucune obligation de fournir le soin ou d'évaluer le patient, mais j'ai l'obligation de signer la demande puis de la transférer par contre. Puis si je ne le veux pas, j'ai l'obligation déontologique de demander à un collègue du bureau d'à côté ou l'étage à côté, si c'est à l'hôpital, de dire, écoute, pourrais-tu venir voir madame ou monsieur un tel? Il m'a demandé l'aide médicale à mourir pour des raisons que je ne veux pas signer ça, mais j'ai l'obligation de le dire immédiatement à un collègue. Il ne faut pas vous laisser, malheureusement, je l'entends trop souvent, je vais le dire à vous tous, là, il ne faut pas vous laisser embobiner. Non, moi, je ne m'occupe pas de ça, je ne m'occupe pas de ça. Non, non, docteur, je vous le demande, vous avez l'obligation de transférer ma demande à quelqu'un. Puis c'est un droit d'obtenir l'aide médicale à mourir, bien sûr, seulement si le demandeur répond aux critères. Nous, très, très brièvement pour l'avenir, alors, les mineurs matures, ce sont les mineurs entre 10, 11 ans et 18 ans.
Les mineurs matures, ça touche une très faible proportion de jeunes qui ont des cochonneries comme maladie, essentiellement des sarcomes avec des amputations. Ces jeunes-là passent une partie de leur vie à l'hôpital. Ils ont de multiples chirurgies, des traitements de toutes sortes, chimio, radio, etc. Ils connaissent tous les docteurs de la place, ils connaissent les infirmières, les psychologues, les travailleurs sociaux. Ils sont beaucoup plus matures que bien du monde qui sont allés faire du bruit au centre-ville d'Ottawa en 2022. J'espère qu'il n'y en a pas parmi vous autres qui sont des camionneurs, mais ces jeunes-là sont très matures parce qu'ils sont entourés par plein de monde pendant des années. Puis malheureusement, puis c'est un cas qui a existé au Saguenay pas plus tard que l'an dernier, la mère de ce jeune-là est maintenant sur notre conseil d'administration à 17 ans. Il n'en pouvait plus, il y avait plus aucun traitement possible pour lui. Il a demandé l'aide médicale à Montréal, puis on est obligé de lui dire non, malheureusement. Alors c'est très triste parce qu'ils sont très matures, ces jeunes-là. Là-dessus, c'est là-dessus qu'on travaille pour les prochaines années à venir. Les troubles de santé mentale, seul, je parle pas d'un trouble de santé mentale avec une maladie physique, par exemple un cancer. Un patient qui a une schizophrénie, un trouble bipolaire. Ces patients-là ne peuvent pas obtenir l'aide médicale à mourir s'ils n'ont que ça, entre guillemets, comme problématique. Ça a été exclu de la loi en 2021 par le gouvernement fédéral. Ça a été exclu en 2023, 2024 et ils ont mis ça jusqu'en 2027. Qu'est-ce qui va se passer en 2027? En principe, les patients avec un trouble de santé mentale devraient être éligibles. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens, beaucoup, qui font de l'obstruction à ça, évidemment, pour dire que des patients qui ont des troubles de santé mentale ne sont pas aptes à décider pour eux-mêmes, ce qui est faux. Il y a des rapports d'experts qui ont été commandés par le gouvernement fédéral qui disent le contraire. Mais bon, on sait ce qu'ils font parfois avec les rapports d'experts. Encore là, je ne fais ni éditorial ni politique, mais ces patients-là qui ont des troubles de santé mentale devraient être admissibles aussi. Je vous donne un exemple. Régulièrement, comme chirurgien ou comme médecin, on a des patients qui ont de la schizophrénie ou un trouble bipolaire ou une dépression profonde. En autant que ces patients-là ne sont pas en psychose, ils sont capables de décider pour eux-mêmes. On fait ça très régulièrement, sauf en cas d'urgence où on ne demande pas l'avis du patient. Mais sinon, on leur demande leur avis, on leur explique et ils sont parfaitement capables de comprendre. Donc, il n'y a pas de raison que pour l'aide médicale à mourir, ce soit la même chose. Évidemment, ça prendrait des balises plus strictes en ce sens que, par exemple, si un patient, je reviens à mon exemple, de 30 ans, dit qu'il est en dépression profonde parce que ça fait 3 ans que sa blonde l'a quitté, on n'ira pas là-dedans, bien évidemment. Mais si c'est un patient qui est rendu à 60 ans, 65 ans, qui est en dépression carabinée depuis des années, il a perdu tous ses emplois, il n'y a aucun médicament qui fonctionne, tous les traitements ont été tentés et il n'y a rien qui fonctionne avec un suivi. Ces patients-là sont très suivis là, par psychiatre, infirmière, etc. Il n'y a rien qui marche, incluant des chocs électriques. Euh, Bien évidemment, là, on peut envisager l'aide médicale à mourir. Bon, pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. On va travailler là-dessus. Dernier point, les demandes anticipées. Ah, je vous rappelle que ce n'est pas du tout la même chose que les demandes, la directive médicale anticipée. Qu'est-ce que la demande anticipée? C'est faire en sorte qu'une personne qui reçoit un diagnostic de pathologie neurodégénérative, par exemple Alzheimer, puisse, par une demande anticipée, obtenir l'aide médicale à mourir au moment où elle l'a vu jugé pertinent pour elle selon ses valeurs. Une petite précision. Si on vous donne aujourd'hui un diagnostic d'Alzheimer ou toute autre maladie qui conduit à la démence, au lieu de toujours parler de pathologie neurodégénérative cognitive, je vais parler d'Alzheimer, mais comprenez que ça inclut toutes les maladies qui conduisent à la démence. Il y en a plusieurs. On va parler de l'Alzheimer parce que c'est 70 mais ça inclut toutes les autres pathologies. Donc, si vous vous faites donner un diagnostic, vous savez qu'on vient de vous donner le diagnostic, vous êtes encore tout à fait apte pendant plusieurs années à décider pour vous-même. Vous avez le droit de demander l'aide médicale à mourir et ça va vous être accordé parce que vous répondez aux critères. Mais vous avez encore du plaisir, vous, à aller au restaurant avec des amis, même si vous ne conduisez plus votre voiture, mais si vous avez encore du plaisir dans la vie, même si vous êtes un petit peu mêlé de temps en temps, mais ce n'est pas grave. Mais si on vous donne l'aide médicale à mourir, contemporaine qu'on appelle, donc maintenant, bien, vous allez perdre quelques mois, quelques années d'une vie qui est encore intéressante pour vous. La demande anticipée, ça vous permet de dire,
Je suis apte à prendre mes décisions pour moi-même maintenant. Je viens de me faire donner un diagnostic qui, je le sais bien, va m'amener vers la démence, mais je ne veux pas aller jusqu'à une démence profonde. Donc, lorsque je serai devenu inapte à prendre mes décisions pour moi-même, je veux qu'on me donne l'aide médicale à mourir lorsque je serai rendu à telle ou telle étape. On y revient tout de suite. C'est en vigueur depuis le 30 octobre 2024 au Québec. Ça n'existe pas dans le reste du Canada. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'au Québec, nous avons une loi sur les soins de fin de vie et nous pouvons modifier notre loi. Donc, c'est pour ça que au Québec, nous avons cette demande anticipée. Je rappelle encore une fois qu'un trouble mental autre qu'un trouble neurocognitif, ce n'est pas une maladie qui entre dans ce cadre-là. La demande anticipée, ses caractéristiques, il faut avoir reçu un diagnostic de maladie grave et incurable. Prenons encore une fois l'exemple de maladie d'Alzheimer. Mais ça pourrait être aussi une lésion cérébrale hémorragique. Par exemple, vous avez, euh, vous avez un cancer, on vous trouve une métastase cérébrale parce qu'elle a fait une hémorragie cérébrale, mais vous en avez seulement qu'une. On vous dit, avec raison, que si vous avez une métastase cérébrale, vous avez bien des chances d'en avoir d'autres et que vous pourriez avoir de la radiothérapie. Mais vous avez déjà eu une lésion cérébrale qui a saigné, parce que c'est ça, ça saigne beaucoup les métastases cérébrales. Donc, vous avez un risque d'avoir une autre hémorragie par une autre métastase. Et à ce moment-là, ça se peut que vous deveniez inapte. Et là, vous pouvez très bien faire une demande anticipée. Mais retenez que de façon générale, on parle surtout de maladie d'Alzheimer. Les autres cas sont plutôt rares, mais ça ne les exclut pas. La demande va être faite lorsque la personne est encore apte à consentir aux soins. Donc, je répète, vous êtes apte. On vient de vous donner un diagnostic parce que de temps en temps, vous mettez vos clés de maison dans le frigidaire et vous ne vous souvenez plus où elles sont. Ben là, on vous fait un test puis on vous dit, oh, là, ça commence à baisser un petit peu. Là. Ben là, vous avez le droit. Et vous faites votre demande anticipée, ça va vous permettre de recevoir l'aide médicale à mourir plus tard, sous certaines conditions. Je répète encore une fois, il y a plusieurs types. Au Québec, en Occident de façon générale, c'est surtout la maladie d'Alzheimer qui est la plus fréquente, mais le plus souvent couplée avec une démence de type vasculaire. Mais il y en a plein d'autres, Creutzfeldt-Jacob, atrophie de lobe temporal, etc., etc. Quelle est la démarche? Vous devez avoir eu un diagnostic. Vous ne pouvez pas faire ça en prévision de. Ah, ben ma mère puis mon père ont eu l'Alzheimer, donc je suis à risque d'avoir l'Alzheimer. Oui, mais pour le moment, vous ne l'avez pas. Donc, vous ne pouvez pas faire une demande. Il faut être majeur, donc les mêmes critères que d'habitude. Il faut être apte à consentir aux soins, mêmes critères que d'habitude. Votre demande doit être faite de manière libre, sans pression extérieure. Ça doit être fait de manière éclairée. Donc, on doit vous avoir expliqué qu'est-ce que c'est votre maladie, qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec votre maladie. Est-ce qu'il y a des traitements envisageables ou pas? Et c'est vous-même qui décidez. Puis la personne va faire sa demande elle-même pour elle-même. Alors, on parle de deux temps pour la demande anticipée. Le temps 1, c'est lorsque la personne est apte et puis qu'elle fait sa propre demande. Alors, la personne va être accompagnée par un professionnel de la santé. Ça peut être un médecin. Ce n'est pas du tout obligatoire que ce soit votre médecin traitant. S'il vous connaît bien et qu'il prend le temps, c'est parfait. Ça peut être un travailleur social qui va vous accompagner dans la première étape. Il faut décrire de façon détaillée dans la demande les manifestations cliniques comme des symptômes qui vont constituer, c'est important, l'expression du consentement à recevoir l'aide médicale à mourir plus tard, lorsque la personne va être devenue inapte. Donc, c'est la grosse différence avec l'aide médicale à mourir contemporaine. On vous donne malheureusement un diagnostic de cancer. Vous voulez l'aide médicale à mourir, vous êtes apte, vous prenez une décision pour vous-même. Je veux l'aide médicale à mourir dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, selon mon évolution. Ici, vous êtes apte à prendre votre décision. Vous savez que vous avez plusieurs années devant vous, de façon générale. Parenthèse, si on vous donne un diagnostic d'Alzheimer au début de la maladie, le pronostic est d'autour de 10-12 ans. Donc, pendant au moins 4, 5, 6 ans, vous avez une vie qui est tout à fait correcte, en autant que vous êtes bien encadré. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, ici, vous devez décrire de façon détaillée vos symptômes liés à votre maladie. Vous ne voulez pas aller plus loin que telle ou telle étape. Si je prends l'exemple type qui est la maladie d'Alzheimer, on parlait avant de 7 stades. Maintenant, on parle de léger, modéré à sévère. Quand vous êtes dans le stade léger, vous êtes apte à prendre vos décisions.
Généralement, au stade modéré, au début, vous êtes apte à prendre votre décision. Plus on avance dans le stade modéré, moins la personne est apte à prendre ses décisions. Puis évidemment, dans le stade sévère, la personne n'est plus apte à prendre cette décision. Donc, ça met tout de suite une barrière, si vous voulez, à des gens qui disent, ah ben on sait bien, les docteurs, ils vont, puis la loi permet aux docteurs et aux infirmières d'aller dans le CHSLD puis d'injecter tous les patients qui ont l'Alzheimer. C'est faux. C'est le patient lui-même qui doit le demander lorsqu'il est apte. Personne d'autre, pas la famille, personne, le patient lui-même. Donc, on va étudier avec vous ce que vous voulez ne pas dépasser comme étape dans vos activités courantes, avec la communication, la mobilité, etc. Donc, c'est un travail qui prend un certain temps. Je vous donne un exemple. Quand je vois des patients, on a fait, avec quelques collègues, on a fait un document qui est en train d'être validé. Dans les prochaines semaines, ça devrait être sur notre site là, de façon plus complète. Mais je donne l'exemple aux patients. Bon, madame, parfait. Vous avez un diagnostic. Vous voulez faire une demande anticipée. On va y aller étape par étape. Si vous perdez votre permis de conduire, est-ce que c'est une raison pour vous demander l'aide médicale à mourir? Ben non, moi, j'aime pas ça conduire. De toute façon, j'ai déjà perdu mon permis, puis c'est toujours mon mari qui conduit, puis c'est bien correct comme ça. Non, parfait. On passe à l'étape suivante, on regarde, et on va de plus en plus profondément dans la maladie, si vous voulez. Pour l'alimentation, vous avez besoin d'être alimenté. Un préposé ou un membre de votre famille doit vous mettre la nourriture dans votre bouche. Ou encore, vous avez besoin de gavage pour être nourri. Ça, est-ce que c'est une raison pour vous de demander l'aide médicale à mourir? Ah ben ouais, moi, là, si je suis plus capable de m'alimenter moi-même, là, ouais, non, moi, là, ça, je ne veux pas dépasser cette étape-là. Très bien, etc., etc. C'est comme ça qu'on avance dans la description des étapes que la personne ne veut pas dépasser. Dans la demande, la personne va aussi faire désigner une ou deux personnes de confiance, des tiers de confiance. Ce n'est pas obligatoire par la loi, mais on suggère beaucoup de le faire. Par exemple, si c'est moi qui ai une maladie, ben, je vais désigner ma fille comme tiers de confiance. C'est pas elle qui va dire, bon, ben là, c'est le temps de donner l'aide médicale à mourir à papa. Non, 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 non. La tiers de confiance va connaître vos étapes que vous ne voulez pas dépasser. Souvenez-vous que rendu là, vous êtes devenu inapte. Donc, vous êtes en CHSLD ou vous êtes en RPA dans les sections protégées. Donc, vous êtes inapte. Vous ne savez pas, vous êtes rendu à cette étape-là. Et là, le tiers de confiance va dire, oh, équipe traitante, s'il vous plaît, mon père ne voulait pas dépasser telle étape et il est rendu là dans l'évolution de sa maladie. Donc, c'est là où le tiers de confiance agit. Et par la suite, pour faire, bon, il y a tout le processus, il faut faire signer la demande avec le médecin, avec la personne, etc. Le formulaire final, il se fait directement en ligne par le médecin ou l'IPS et il comporte 5 pages. Donc, les 2 premières sont les plus importantes. Les autres, c'est les signatures. Je vous donne un exemple réel vécu d'une patiente à moi. Alors, elle a écrit ici, c'est les étapes qu'elle ne veut pas dépasser. Je vous donne un exemple. Elle a écrit, je demande l'aide médicale à mourir lorsque j'aurai atteint l'un ou l'autre des symptômes suivants. C'est moi qui leur fais mettre ça aux patients. Parce que certains vont dire, oh, ben, vous avez eu le symptôme 1, mais vous n'avez pas le quatrième. Non, non. L'un ou l'autre des symptômes. Et elle a écrit, par exemple, cette patiente-là, je ne suis plus capable de me nourrir moi-même, ou encore j'ai de l'incontinence urinaire ou fécale régulière. Elle ne veut pas dépasser cette étape-là dans la maladie. Ou encore, je dois recevoir une médication lourde pour éviter ou contrer les psychoses, les déliriums ou l'erreur. Et dans la deuxième ou la section 3, on va écrire, nous, comme médecin ou infirmière, ce que j'appelle la traduction médicale, c'est-à-dire des signes objectifs. Donc, on va dire, par exemple, lorsque la personne va avoir une incapacité d'alimentation autonome ou nécessité de médication lourde. Pourquoi c'est comme ça? Parce que moi, si je vois un patient aujourd'hui, je lui fais faire ses directives, sa demande anticipée. Il n'y a rien qui dit que dans 4, 5, 6 ans, je vais encore être là et que c'est moi qui vais l'évaluer pour son aide médicale à mourir. Ça va être un collègue vraisemblablement plus jeune, mais il faut il ne connaît pas le patient. Il l'a vu une fois qu'il est devenu inapte. Donc, il faut qu'il se base sur des données objectives. Il va regarder le document et les données objectives médicales, mais ça va être celle-là. Est-ce qu'un patient peut rectifier ou modifier sa demande anticipée? Oui, en tout temps, tant qu'il est apte à prendre sa décision. Ça se comprend bien. C'est la même chose que pour un testament. Si vous pouvez modifier votre testament tant que vous êtes apte à le faire, mais si vous devenez inapte, bien évidemment, vous ne pouvez pas le faire.
Alors, le temps 2, là, c'est le temps 1. Je suis aujourd'hui apte à prendre mes décisions. Je fais ma demande anticipée. On arrive au temps 2. Là, on est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans plus tard. Vous êtes en CHSLD ou en RPA, mais vous êtes en milieu fermé, protégé. Et là, ça ne va pas bien. On évalue, et votre tiers de confiance évalue que vous êtes rendu à l'étape que vous ne vouliez pas dépasser dans votre maladie. On arrive à ce qu'on appelle au temps 2. Il faut avoir formulé une demande conforme à la loi. Il faut présenter de manière récurrente les manifestations cliniques que vous avez données dans votre rapport. Et là, et ça, c'est le verbatim de l'article de loi, pour avoir une situation médicale qui donne lieu à deux professionnels compétents, exactement comme l'aide médicale à mourir contemporaine, donc deux évaluations, de croire sur la base des informations dont ils disposent. Qu'est-ce que c'est les informations? C'est la directive, c'est la demande anticipée que vous avez écrite quelques années avant, et selon le jugement clinique qu'ils exercent, que cette patiente éprouve des souffrances physiques. C'est très important, la deuxième partie, jugement clinique qu'ils exercent. Parce que souvent, on entend dire, encore une fois par des opposants essentiellement, de dire, ouais, mais comment on va faire pour évaluer un patient qui est souffrant alors qu'il est devenu dément? Ben, c'est un gros problème. Et moi, je ne peux pas me mettre dans la tête du patient qui est en face de moi, qui est devenu dément. Est-ce qu'il est souffrant ou pas? Je vais, je vais penser, moi, ce que je pense qu'il est souffrant ou pas, mais pas ce que le patient a pensé, pas ce que le patient pense. Donc, c'est ça le jugement clinique qu'il exerce. Et moi, mon jugement clinique, ça va être de dire, j'ai devant moi un patient qui, lorsqu'il était apte, ne voulait pas dépasser telle étape de sa vie en raison d'une souffrance existentielle. Et je vais écouter ce que le patient me disait lorsqu'il était apte. Voilà ce que c'est. Puis quand je dis moi, c'est et beaucoup de mes collègues qui faisons beaucoup d'aide médicale à mourir, nous avons exactement la même philosophie, à savoir, on écoute le patient lorsqu'il a fait sa demande, alors qu'il était apte à prendre ses décisions. En résumé et à conclusion, pour obtenir l'aide médicale à mourir, vous devez avoir 18 ans et plus. Vous devez être apte à décider pour vous-même. Je parle d'aide médicale à mourir de façon générale, contemporaine. Il faut avoir une maladie grave et incurable, un déclin avancé de votre situation, avec des souffrances physiques ou psychologiques ou existentielles, pas l'une et l'autre. Vos directives médicales anticipées, il faut les faire tout le monde. Tous ceux qui écoutez aujourd'hui, puis dites-le à vos gens autour de vous, il ne faut pas avoir 70 ans, là. Vous le faites dès que vous avez des notions, faites vos directives médicales anticipées. Mais vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir par vos directives médicales anticipées. Directives médicales anticipées, là, c'est un formulaire que vous complétez, ça va vous prendre même pas 10 minutes. Toutes les démarches sont admissibles à l'aide médicale à mourir tant que le patient garde son aptitude à décider pour lui-même. Et les demandes anticipées, c'est légal au Québec depuis le 30 octobre 2024. Ce n'est pas légal dans le reste du Canada, je vous le répète, c'est seulement qu'au Québec. J'ajoute que les directives médicales anticipées, c'est aussi seulement au Québec que ça existe. Je fais ça à l'envers. Vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir pour une autre personne que vous-même. Ah, maman, ce serait bien que je te demande l'aide médicale. Non, 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 non. C'est la personne elle-même qui demande l'aide médicale à mourir. Vous ne pouvez pas le demander dans vos directives médicales anticipées. Vous ne pouvez pas le demander dans un mandat de protection. Vous ne pouvez pas le demander à l'avance au cas où j'aurai un cancer, au cas où j'aurai une hémorragie cérébrale. Non. Vous pouvez toujours demander l'aide médicale à mourir chez votre notaire, mais à part vous coûter 4, 500, 600 dollars, ça ne vous donnera rien parce que ce n'est pas lui qui va vous évaluer de toute façon. Puis vous pouvez bien le mettre dans votre testament si vous voulez, mais le testament, souvenez-vous, qui est ouvert une fois que vous êtes mort. Fait que ça ne vous donnera pas grand-chose non plus. C'est quoi vos options? Parce que ça, c'est les questions qu'on a très souvent. J'ai aucune maladie. Ben, tant mieux pour vous, mais faites vos directives médicales anticipées. Vous avez une maladie physique. J'ai de l'eczéma, docteur. Ben, vous pouvez bien la demander, mais c'est sûr que vous allez être refusé. On s'entend. Vous avez une maladie physique grave, un cancer, et incurable. Faites vos directives médicales anticipées quand même, parce qu'il n'y a rien qui dit que vous aurez pas une hémorragie cérébrale massive ou vous ne ferez pas frapper sur la route en sortant de chez vous. Puis vous pouvez faire une demande d'aide médicale à mourir contemporaine. Vous avez une maladie cognitive, Alzheimer ou autre. Vous devez faire vos directives médicales anticipées pour la même raison. Vous ne savez pas si vous n'allez pas vous faire frapper, s'il ne va pas vous arriver quelque chose. Vous pouvez faire une demande d'aide médicale à mourir parce que vous avez une maladie cognitive. Et vous pouvez faire votre demande anticipée si vous voulez aller plus loin
dans la maladie jusqu'à temps que vous soyez inapte. Vous avez une maladie cognitive, par exemple Alzheimer, mais un cancer. Ben, vous pouvez faire exactement la même chose. Directive médicale anticipée, demande d'aide médicale à mourir parce que vous avez les deux critères, puis une demande anticipée parce que vous avez une maladie cognitive. Vous avez une maladie mentale, schizophrénie, relativement bien contrôlée, puis un cancer. Vous faites vos directives médicales anticipées et vous pouvez demander l'aide médicale à mourir parce que vous avez une maladie physique. Pas à cause de maladie mentale, mais vous avez une maladie physique grave et incurable. Vous avez une maladie mentale seule, un trouble bipolaire, bien contrôlé. Mais là, malheureusement, vous pouvez faire vos directives médicales anticipées, ça c'est parfait, mais vous ne pouvez pas faire d'autres choses pour le moment, tant que vous n'aurez pas une autre pathologie ou tant que la loi ne sera pas changée. Est-ce que je peux donner mes organes avec l'aide médicale à mourir? Oui, absolument, sauf que vous ne pouvez pas donner votre cœur pour des raisons techniques. Pour le moment, ça se peut que ça change dans les prochaines années. Puis évidemment, si vous avez un cancer, ben, vous ne pouvez pas donner vos organes, mais ça, c'est de façon générale. La seule limite, c'est que vous ne pouvez pas obtenir l'aide médicale à mourir chez vous. Il faut que ça se fasse à l'hôpital parce qu'on fait ça généralement en salle de réveil. Ça a l'air drôle de dire ça, mais en salle de réveil, juste à côté du bloc opératoire. La famille est là, il n'y a pas de problème, mais ils savent très bien qu'à partir du moment où on a une absence de pouls, un arrêt cardiaque, la famille doit sortir immédiatement. Ils le savent, on leur dit tout d'avance, on explique tout d'avance, bien évidemment. Et là, nous avons quelques techniques à faire qui durent 6-7 minutes et le patient est amené directement en salle d'opération pour prélever les organes. Il faut que ça aille vite. C'est ce qu'on appelle des prélèvements d'organes avec arrêt circulatoire. Il faut que ça aille vite parce qu'on ne peut pas avoir un refroidissement des organes parce que ça amène une perte des organes. Vous avez tous entendu parler de greffe d'organes depuis 50 ans. Pourquoi? Ça se fait chez des patients qui ont encore une circulation, qui sont sur respirateur. Donc, le cœur continue d'être alimenté, le foie, les reins, etc., etc. Mais le cerveau est en mort cérébrale. Donc, là, on amène le patient en salle d'opération et on prélève les organes et là, le décès est signé par la suite. Autre question. Ben, j'ai l'aide médicale à mourir, c'est un suicide, ça, là, puis mes assurances ne payeront pas. Non, c'est dans la loi, tout à fait. Depuis 2016 au Canada, 2015 au Québec, il y a eu 0 réclamation qui ont été refusées pour ça. C'est dans la loi. Toute personne qui a l'aide médicale à mourir a le droit à tous ses bénéfices d'assurance. Ben, pas elle, mais ses ayants droit, bien évidemment. Il n'y a aucune assurance, quelle qu'elle soit, ancien combattant, assurance vie, etc., qui va vous être enlevée. Parce que l'aide médicale à mourir, c'est pas ça qui vous a fait mourir, c'est la maladie qui vous a amené à l'aide médicale à mourir. Et d'ailleurs, sur les certificats d'assurance, dans tous les papiers qu'on doit remplir, c'est pas marqué aide médicale à mourir, c'est marqué cancer, Parkinson, etc., etc. C'est la maladie qui vous a amené à l'aide médicale à mourir. Est-ce que le patient a tous ses médicaments, tous les traitements va l'aide médicale à mourir? Oui, bien sûr, surtout les médicaments qui amènent du confort. Bon, si vous voulez l'aide médicale à mourir, on peut laisser faire les vitamines pour le dernier mois, là, ça ne donnera pas grand-chose. Même chose pour les anticholestérolémiants, par exemple. Mais sinon, vous prenez la même chose. Puis aucune restriction de nourriture ou de boisson. Encore une fois, vous pouvez très bien avoir une belle fête avec vous, avec votre famille, et on le voit régulièrement à domicile surtout. Je me souviens d'un condo où j'étais allé, on est à l'automne, je pense que c'était l'automne dernier, avec un infirmier qui voulait voir comment ça se passait. On cogne à la porte du condo. Le pauvre infirmier, lui, s'était préparé là, tu sais, avec une phase d'enterrement et tout. Puis il était très gentil, mais bon. On rentre dans l'appartement, le party là-dessus, la nourriture sur la table, le monsieur qui était debout avec son verre de champagne puis qui chantait. Je me souviens d'avoir vu la face de l'infirmier. S'il avait pu tomber, je pense qu'il serait tombé parce qu'il était complètement surpris. Ben, j'ai dit oui, ça se passe comme ça souvent. Évidemment, c'est triste au moment du geste, puis après 10-15 minutes, ben, ça recommence à parler. Te souviens-tu, Albert? Il avait dit qu'il était allé à la chasse, puis il n'avait pogné pas à la chasse, mais à la pêche, il n'avait pogné une grande de même. En fait, il était tout petit, tout petit. Mais ça recommence parce que pourquoi? La famille comprend que le patient a eu son dernier soin, il a arrêté de souffrir, il ne voulait pas aller plus loin dans sa maladie. Des exemples, une famille m'a écrit après le décès de leur mère, vous avez fait ce moment douloureux un beau souvenir. Dans cette tempête, vous nous avez apporté la paix, le calme et la douceur. C'est ça l'aide médicale à mourir. C'est un soin légitime, légal, moral et éthique. Ça n'enlève rien à l'immense majorité des gens, plus de 90 je vous rappelle, qui veulent aller jusqu'au bout de leur passage terrestre.
Je vous encourage tous à aller régulièrement ou à dire à vos amis d'aller sur notre site aqdmd.org, Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Vous avez plein de renseignements qui sont mis à jour régulièrement là-dessus, des entrevues, des actualités, etc., etc. Ceux que ça intéresse, et vous l'avez aussi sur notre site, là, le gouvernement a produit deux petits bouquins, je dois dire pour une fois, autres éditoriales, qui sont très bien faits. C'est deux feuillets. Guide pour la personne et ses proches pour la demande anticipée, puis le guide technique pour les médecins et les infirmières. C'est vraiment très bien fait, ça se lit très bien, c'est court. Si vous avez des questions spécifiques pour votre beau-père ou votre belle-mère, mauvais exemple, disons pour vous-même ou pour des gens proches de vous, pas votre belle-mère, oubliez la belle-mère. Vous pouvez nous appeler à ce numéro-là. Il y a une personne bénévole qu'on a depuis un an maintenant qui répond à la plupart des questions. Si c'est un peu plus complexe ou médical, elle me les transfère. Puis vous laissez votre message. Je vous laisse sur ce coucher de soleil du Bas-Saint-Laurent que vous connaissez très bien. Mais évidemment, à Saint-Simon, c'est bien plus beau qu'à Rimouski. Voilà, on passe à toutes les questions. Allez-y, je vois déjà monsieur, et je vais laisser madame Ouellette ou monsieur Hébert gérer la période de questions. Allez-y. Oui, pour les questions, si vous pouvez, on va y aller à tour de rôle. Si vous Oui. pouvez lever la main, vous avez une petite main là, que vous pouvez lever avec Zoom, ou sinon, levez la main, je vais essayer de vous voir là, au travers. Mais quand vous levez la main, le petit cadre de votre photo apparaît, là, ça fait que c'est plus facile pour moi. Parfait. Allez Alors, d'abord, monsieur Doiron en Doiron. premier. Ouvrez votre micro, ça va être parfait. Oui, il faut ouvrir le Ouvrez micro. votre micro, monsieur Doiron. Ah, voilà, très bien. Vous m'entendez? Oui, Oui. Bon, ben merci, docteur Espérance. Très intéressant comme conférence. Si je regarde avec vous là, au niveau des directives anticipées, l'aide médicale à mourir, Alzheimer, le temps en deux, euh, la demande anticipée. oui, Je la sais que demande, je sais que les qualificatifs sont les mêmes. C'est pas moi qui ai choisi les termes, là. Là, vous oui, parlez pour l'Alzheimer, donc la demande anticipée, c'est ça? oui. OK. Au temps en deux, par Oui, exemple, oui, malade d'Alzheimer, oui. c'est la technique que vous utilisez, par exemple, pour je dirais, pratiquer cette aide Oui. médicale, ça ressemble à quoi exactement? Ça va être exactement la même que pour l'aide médicale à mourir actuelle qu'on fait, c'est-à-dire que c'est un bon point que vous... Ben tiens, je vais en profiter. Je vais en profiter tout de suite d'ailleurs. Partager. Oups, je l'ai perdu. Non, il est ici. Voilà. Les médicaments que l'on donne, c'est exactement la même chose que pour une anesthésie générale. Alors, c'est pas des poisons, c'est rien de tout ça, là. C'est pas du tout, comme quelqu'un m'a déjà dit, comme les exécutions juridiques là, aux États-Unis. C'est rien à voir. C'est les mêmes médicaments que pour une anesthésie générale. Ceux qui ont été opérés d'entre vous, là, vous le savez comment ça se passe. Vous rentrez, puis là, il y a un gros anesthésiste barbu ou une jolie petite inhalothérapeute qui vient vous voir, puis qui dit, je vais vous injecter quelque chose. Vous allez compter jusqu'à 10, puis généralement, vous ne vous rendez pas plus loin que 4 ou 5. Ça, c'est le midazolam, le Versed. Ça endort le patient. C'est comme en chirurgie, comme en anesthésie générale, et c'est la même chose pour l'aide médicale à mourir. À partir du moment où on a fini cette injection-là, le patient s'endort, il ne ressent plus rien. Et la plupart du temps, il va peut-être avoir un petit ronflement, c'est tout. On donne par la suite de la xylocaïne dans la veine pour geler la veine parce que le troisième produit, il est irritant. Donc, c'est du propofol, c'est ce qui est utilisé en anesthésie générale, exactement la même chose, et ça amène le patient dans un coma extrêmement profond. Comme on fait affaire avec des patients malades, souvent âgés, la plupart du temps, après la première seringue de propofol, le patient est déjà presque en arrêt respiratoire ou même en arrêt cardiaque la plupart du temps. C'est exactement comme en anesthésie générale. Qu'est-ce qui arrive en anesthésie générale? Ben, une fois que vous avez le propofol, ben là, il faut qu'on intube le patient, on lui met un tube, puis il est mis sur respirateur. Parce qu'évidemment, le but d'une chirurgie, c'est de le réveiller après. Ici, c'est pas la même chose. C'est de l'endormir de façon définitive. Et pour être certain qu'on ne manque pas notre coup puis qu'il n'y aura pas de problème, on donne un curare par la suite qui bloque tous les muscles. Donc, c'est la médication qu'on donne, je le répète, c'est la même médication qui est utilisée 1000 fois par jour au Québec, 1000, 2000, 3000, dans toutes les salles d'opération. C'est la même chose. En ce qui concerne, pour votre spécifique à votre question, là, je vais fermer ça. Pour être spécifique à votre question, pour l'aide médicale à mourir chez un patient dans le temps 2,
Donc, un patient qui est dément, ben, c'est la même chose, sauf que là, on va voir un patient, euh, s'il est très agité, comme ça peut arriver chez des patients déments, on va lui donner, enfin, nous sommes plusieurs à penser la même chose, on va lui donner un anxiolytique pour le calmer un petit peu et on donne exactement la même médication par des cathéters intraveineux. Là, j'ai perdu la photo de M. Edouard. Ah non, il est en bas, M. Edouard. Est-ce que ça répond à votre question, M. Oui, Edouard? oui, merci. Merci, c'est très, très bien comme réponse. Merci. Ça fait plaisir. Madame Fortier-Godbout, ouvrez votre micro. Oui. Voilà. Alors, bonjour. La première chose, c'est que je vous félicite pour avoir été très persévérant, puis vous êtes rendu où je veux, parce que moi, je suis dans une famille d'Alzheimer, ma grand-mère, ma mère, puis là, j'ai une sœur qui est beaucoup plus jeune que moi, qui est atteinte. Puis mes questions, c'est pour elle, en fait, elle est encore à domicile, elle est dans un programme de recherche. Elle est encore capable de discuter de choses anciennes comme si c'était vraiment hier, là. Mais par contre, elle est perdue dans le temps. Ouais. OK, elle peut se penser l'hiver, même si c'est l'été ou des choses comme ça. Fait que c'est quoi le niveau là, Ouais. ou C'est est-ce qu'elle une, peut encore le demander? ouais. Parce qu'elle C'est est une ex- diagnostiquée, là, c'est sûr. c'est une excellente question. Ce que l'on fait, c'est qu'on doit évaluer les capacités cognitives du patient. Et là, on a une série de critères. Le Mhm. premier paragraphe, c'est ce qu'on appelle les critères de Nouvelle-Écosse qui sont acceptés maintenant partout dans le monde. Et puis, on évalue les capacités cognitives du patient comme ça. En ce qui concerne être mêlé dans le temps, on a souvent ça, ouais, mais le patient, j'y ai demandé quel jour on était dans la semaine, puis il n'est pas capable de me le dire. Mais je vais vous dire, moi, l'exemple que je donne toujours, Ouais, rappelez-vous vas-y. quand vous êtes allé à vos vacances en Guadeloupe, en Martinique ou dans le Sud, puis que vous travaillez fort toute l'année, puis là, vous êtes en vacances, puis là, le mercredi, si on vous demande quel jour on est aujourd'hui, même si vous avez toute votre tête, allez-vous être capable de dire tout de suite que c'est le mercredi? Bien souvent, vous allez, puis vous ne serez pas capable de donner la date la plupart du temps si vous êtes vraiment bien en vacances. Donc, il y a vraiment une liste de critères que l'on emploie. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on demande au patient s'il sait qu'il a une maladie, c'est quoi sa maladie, s'il sait qu'est-ce que c'est que l'aide médicale à mourir, pourquoi il demande l'aide médicale à mourir. Donc, on a une série de questions comme ça. Si elle est encore à domicile, parce que c'est Oui. souvent des questions qu'on a, je vais prendre l'exemple de votre sœur, merci d'amener ça comme Mhm. ça. Si elle est encore à la maison, c'est en général parce que les gens sont encore aptes, parce que lorsqu'ils sont devenus inaptes, évidemment, ils sont plus à la maison. Autre chose que je dois préciser, c'est que jusqu'à maintenant, comme la loi date du mois de novembre 2024 et que pour demander une demande anticipée, il faut être apte à faire sa demande, ben, on est rendu au mois de septembre. Il y a eu quelques patients avec une maladie de démence qui allait beaucoup plus vite, qui ont eu l'aide médicale à mourir jusqu'à maintenant, mais il y en a eu très peu parce que pour faire la demande, il faut être apte et pour obtenir l'aide médicale à mourir, il faut être devenu inapte. Donc, à partir de l'an prochain, on va en avoir plus, là, mais pour le moment, il y en a eu très, très peu. Je n'ai pas de chiffres. On va peut-être les avoir prochainement, là, mais pour le moment, il y en a très peu. Donc, spécifiquement à votre réponse pour votre sœur, mais il y a beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça. On ne peut pas le dire d'avance. Il faut vraiment aller évaluer le patient. Puis moi, je dis toujours, il faut aller évaluer le patient dans le meilleur moment de sa journée. Ouais. Il y a des patients, la plupart du temps d'ailleurs, des patients qui ont des troubles cognitifs comme ça. Il y en a qui sont mieux le matin, il y en a qui sont mieux après le Mhm. lunch, il y en a qui sont mieux en fin d'après-midi, il y en a qui sont pires. Donc, il ne faut pas arriver au moment où le patient est le pire dans sa journée. Quand toute la famille nous dit, ben, papa ou maman, là, en fin d'après-midi, là, sont perdus complètement. On va y aller le matin, etc., etc. Comme Donc, je c'est dis, comme ça qu'on évalue. elle est suivie dans un protocole de recherche depuis plusieurs Mhm. années. Fait que donc, eux seraient en mesure également là, de juger, Ben, oui et j'imagine. non, ça dépend si Ouais. ces gens-là font de l'aide médicale à mourir. Puis Je il faut sais faire pas. attention parce que si le patient est dans un protocole de recherche, peut-être qu'ils vont vouloir le traîner jusqu'au bout. Excusez-moi Ouais, excusez-moi ouais. d'être brutal de même, mais Ouais, ouais, malheureusement, c'est le cas. j'avais un doute. En tout cas, je vais travailler ça parce que moi, je suis certaine que ma sœur, après, parce qu'elle s'est occupée beaucoup de notre mère, OK? Ouais. Donc, elle, je suis certaine elle C'est voudrait c'est- avoir tout. c'est ça qu'il faut évaluer, mais moi, je Ouais. vous dirais, là, tardez pas. Demandez, Mm. il faut faire signer sa demande par toute personne professionnelle de la santé. Et une fois que la demande est signée, il y a quelqu'un qui va aller l'évaluer. OK. Bonjour, merci beaucoup, puis encore félicitations. C'est gentil, madame. Merci. Madame Boyer.
Je m'excuse, Madame Ouellette, je pense que je prends votre... mais je les vois apparaître les uns après les autres. C'est parfait, c'est parfait. Madame Boyer. Oui, c'est une question qui est complémentaire à celle de Mme Fortier-Godbout. Euh, il y a également, vous avez parlé des critères de la Nouvelle-Écosse que je connais moins, mais il y a le fameux test là, de Montréal, je crois, qui s'appelle. Ah, le MMSE. Est-ce que vous utilisez également ce genre de résultats à ces tests-là pour Oups. voir, pour coter, pour avoir une première idée à partir Oui. de quel Non, moment? en fait, le MNSE, Montreal Neurologic Assessment, puis le MOCA, ce sont deux tests qui évalue le degré de capacité cognitive du patient. C'est à partir de là, généralement, qu'on va dire, ben oui, vous avez un trouble neurodégénératif cognitif qui est rendu léger, modéré, ben, sévère, on n'a pas besoin de ça, là, mais c'est léger ou modéré. En général, on va se baser beaucoup sur le MOCA, qui est très facile à faire, puis le MNSE aussi, c'est un petit peu la même chose. Mais c'est pas là-dessus qu'on va baser l'aptitude du patient, parce que on peut s'aider, là. Mais par exemple, vous avez un patient qui a un MOCA à, je sais pas moi, à 20 sur 30, ben, ça veut dire qu'il est déjà assez avancé dans sa maladie, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il est apte. Ça veut pas dire qu'il est apte, ça ne veut pas dire qu'il est inapte non plus. Donc, il faut vraiment poser des questions cognitives aux patients. Si vous me donnez, on a deux petites minutes, Madame Ouellette. Oui. Je vais aller chercher un petit document, si vous me donnez 2 minutes, que je vais retrouver ici, que je vais retrouver, je n'ai pas pensé à cette question-là. Ta, 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 ta. Euh, ici. Euh, voilà. Je vais ouvrir ça. Je vais aller faire un partage d'écran si je retrouve comment le faire. Arrêter le diaporama. Zut. Où est-ce qu'elle est passée? Bon, voilà. Partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui. Alors, parfait. voilà voici ce que c'est les questions. La première, c'est les critères de Nouvelle-Écosse, compréhension de l'information. La personne comprend-elle la nature de sa maladie? La personne comprend-elle la nature et le but de l'AMM? C'est ce que je vous avais dit. La personne comprend-elle les risques et conséquences d'un pas procédé, etc. Et après ça, on évalue d'autres éléments. Il y en a 4. L'appréciation de l'information sur le plan personnel. La personne est-elle capable de s'approprier l'information reçue sur l'ensemble des options, de l'appliquer à sa propre personne, faire preuve d'autocritique. Vous voyez, l'autocritique, quand même, ça prend encore un peu de jarnigoine là, pour faire ça. Le patient doit admettre qu'il a une maladie. Ça, c'est un problème qu'on a beaucoup avec les maladies d'Alzheimer et autres. C'est le déni. Si le patient avance un petit peu trop dans sa maladie, moi j'ai un exemple flagrant d'un médecin qui est évidemment retraité, qui a dû être placé à l'automne dernier, qui était quelqu'un de connu, très, très, très compétent, puis gentil comme tout, qui savait qu'il y avait une maladie qui s'en venait, mais très rapidement, il a commencé à dire que non, il n'y avait pas de maladie, puis il n'y a pas de problème. Maintenant, il est placé en CHSLD, puis il continue. Mais il est bien, il ne dit pas un mot, mais il est dans le déni complet de la maladie. Alors ça, c'est un point important, admettre qu'il y a une maladie. Et malheureusement, dans beaucoup, beaucoup de cas d'Alzheimer ou de d'autres types de démence, le patient est dans le déni. Ben non, je me suis mêlé dans mes clés, là, je les ai mis dans le frigo, mais c'est juste une petite erreur, là, c'est pas grave. C'est là où où malheureusement, puis on ne peut pas forcer les patients, évidemment, tout le monde comprend ça. Pour avoir un raisonnement acceptable sur le plan de l'information, la personne est-elle capable de comparer les risques et bénéfices? Et l'expression du choix, la personne peut-elle communiquer un choix raisonné, constant, etc. Donc, c'est là-dessus qu'on se base et qu'on évalue d'abord les patients. Euh, Encore une fois, la première démarche, c'est de savoir si le patient est apte pour l'aide médicale à mourir contemporaine, qu'on appelle. Là. Un patient vient me voir parce qu'il a un cancer. Bon, ça se fait très vite. Ben, j'ai un cancer, docteur, puis j'ai réfléchi à mon affaire, puis je veux l'aide médicale à mourir. Pas besoin de faire toute l'étape. Là. Mais un patient qui a une maladie d'Alzheimer modérée, là, par exemple comme la sœur de madame, ben là, c'est sûr qu'on va prendre les étapes une par une, puis on va y aller tranquillement, puis donner le temps au patient de répondre aussi. Voilà. Ça répond, Madame Boyer? Oups, votre micro est fermé, mais je vois Oui, votre parfait. sourire. Très bien. C'est correct. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? On dirait que oui.
Ah, je ne le vois pas. Oui, Monsieur Doiron, oui, Monsieur Doiron. Votre micro? Oui, docteur, est-ce que lorsque, par exemple, avec cette procédure ici, avec les questions de la Nouvelle-Écosse, est-ce dire dans votre rapport médical, parce que j'imagine que vous devez soumettre un rapport, est-ce que vous devez décrire toutes les étapes que vous avez franchies pour pouvoir arriver à l'idée? Non, non, mais on peut très bien dire que l'aptitude a été évaluée selon les critères. Puis moi, je le garde dans le dossier, évidemment, là. Mais c'est pas, on n'est pas obligé de mettre ça dans un rapport qui va être envoyé à gauche puis à droite, là. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Madame Sylvain, Oui, bonjour. bonjour. En fait, ma question, c'est juste pour m'assurer que j'ai bien compris. Vous parliez des personnes qui émettent une objection de conscience Oui. et je me demandais si des institutions peuvent émettre une objection de conscience ou Ah, bien si la c'est, nouvelle loi dit que toute c'est, institution a l'obligation. Je voulais juste c'est, départager ça. C'est c'est une excellente question. C'est là-dessus d'ailleurs que se base toute la jurisprudence actuelle. L'objection de conscience elle existe pour un individu et pas pour une institution. C'est comme ça que les maisons de soins palliatifs, au début, il y en a plusieurs qui se mettaient en dehors de la loi, mais la réponse à ça, ça a été en loi, par la loi, là. L'institution n'a aucune moralité comme telle. Et c'est vrai aussi, ça va plus loin que ça. Il y a un hôpital à Montréal qui s'appelle l'hôpital Marie-Clarac qui est géré par des religieuses qui sont par ailleurs fort gentilles, qui a un étage de soins palliatifs remarquable. Et de 2016, de 2015 jusqu'à 2021, moi, j'étais le médecin qu'on appelait pour aller à l'hôpital Marie-Clarac sur l'étage de soins palliatifs pour évaluer des patients qui avaient demandé l'aide médicale à mourir. Et les sœurs, au tout début, quand la loi est passée, les sœurs étaient d'accord pour que l'aide médicale à mourir se donne. Mais lorsque l'archevêché de Montréal, et là je vous dis des choses qui sont réelles, vraiment factuelles, là, lorsque l'archevêché de Montréal a su ça, il a appelé la sœur religieuse en chef, là, puis il a dit, si vous faites ça, vous allez tout être excommuniés. Donc les pauvres religieuses sont toutes reparties la queue entre les deux jambes, si je peux me permettre de dire ça de même. Et, et l'archevêché, par ailleurs, pour la maison de soins palliatifs, de Saint-Raphaël à Outremont, qui est la seule maison de soins palliatifs dans toute la région de Montréal, sauf à l'ouest, au Lakeshore. L'archevêché a soutenu la maison de soins palliatifs Saint-Raphaël, qui n'a pas voulu donner l'aide médicale à mourir. Et lorsque la loi a été passée en novembre 2024, la maison de soins palliatifs a dit non, non, nous autres, non, il n'est pas question qu'on donne l'aide médicale à mourir. Et le gouverneur, ils sont allés en cours. La Cour a dit non, non, le préjudice est beaucoup plus important pour les patients que pour vous autres, et vous êtes une institution qui n'avait pas à accepter ou non l'objection de conscience. Les personnes à l'intérieur, médecins, infirmières, oui, mais pas l'institution comme telle. Puis là, l'archevêché, il a décidé d'aller faire une guerre en Cour supérieure du Québec. Ça n'a pas encore été entendu comme cause, mais à mon avis, ça va être rapidement entendu et rapidement décidé. Parce que qu'est-ce qu'on met en balance? Le droit des individus euh, dans ce qu'ils ont de plus cher, dans leur chair, le droit de mourir dans la dignité, qui est une loi, versus le droit d'une institution pour des raisons religieuses. Alors, à mon avis, ça va être réglé assez rapidement. En tout cas, je l'espère bien. Mais malheureusement, ça existe aussi dans certaines régions du Canada, entre autres en Colombie-Britannique, dans le coin de Vancouver, où il y a une dizaine d'hôpitaux qui sont gérés par un organisme catholique, mais pas à peu près, là, et qui empêche toute aide médicale à mourir, à tel point qu'il y a même une jeune femme, il y a 2 ans maintenant. D'ailleurs, la famille poursuit l'hôpital en question. Ils ont dit non, non, nous autres, on ne fait pas d'aide médicale à mourir. Puis ils l'ont mis sur le trottoir en plein cœur du mois de janvier ou février. Puis la patiente est morte en allant dans un autre hôpital pour obtenir l'aide médicale à mourir. Ce qu'on avait aussi au Québec à quelques endroits. Je ne sais pas si ça s'est passé à Marie-Reine Élisabeth, là, mais je sais qu'à Montréal, à Marie-Clarac, quand je voyais des patients, je devais les envoyer le soir ou le matin à l'hôpital pour obtenir l'aide médicale à mourir. Alors, imaginez quelqu'un qui est mourant, qu'on met dans une ambulance au mois de janvier à -25, puis l'amener dans un milieu qu'il ne connaît pas,
avec du personnel qu'il ne connaît pas, pour y faire installer 2 cathéters, puis y donner l'aide médicale à mourir, qui est un soin compassionnel. Ça n'avait aucun sens de faire ça. Mais on est obligé de le faire de cette façon-là. Alors voilà, c'est ça la réponse triste à votre question. Oui, Monsieur Hébert, je pense que vous avez une question. Oui, bien, en faisant du chemin encore là-dessus, où j'ai la difficulté à comprendre, c'est au niveau de l'opposition, parce qu'ultimement, c'est pas parce que j'ai travaillé en tourisme en voyage, mais tu sais, le but du voyage, c'est la même destination. Ouais. Puis là, c'est de savoir est-ce que je voyage avec Air Canada ou Air Transat, mais je ne comprends pas le fond de l'opposition. L'opposition, il ne faut pas se faire d'illusions. Là, c'est uniquement religieux. Même ceux qui disent que c'est un plan moral. Il y a une médecin à Montréal, le docteur Ferrer, pour ne pas la nommer parce qu'elle est très connue, qui est directrice des soins palliatifs à l'Hôpital général de Montréal, qui est une opposante farouche à l'aide médicale à mourir depuis le début. Puis elle dit toujours que c'est pas du tout, rien à voir avec la religion, alors qu'elle est elle est lieutenant ou je ne sais quoi, là, de l'Opus Dei, qui est le Ouais. bras armé de l'Église catholique. Fait que puis OK. il y en a d'autres comme ça à Montréal aussi, on en a connu, dont un que je connaissais bien, qui a déjà été doyen de la faculté de médecine, farouchement opposé à l'aide médicale à mourir. Ça n'a rien à voir avec la religion, sauf que c'est lui-même qui se met une belle chasuble à tous les dimanches pour aller lire les épîtres et puis la Bible et tout ça à l'église. Ça fait que, tu sais. D'autres Merci vont nous beaucoup. sortir, puis on l'entend beaucoup en France actuellement avec les discussions qu'il y a depuis 2, 3 ans sur l'aide médicale à mourir. Ah, ben c'est le serment d'Hippocrate. Mais le serment d'Hippocrate, là, il a été fait il y a plus de 2500 ans, quelque chose comme ça. Puis je vous rappelle que dans le serment d'Hippocrate, c'était interdit aussi de faire des avortements, etc., etc. Donc, il faut prendre ça avec le dos de la cuillère, dirais-je. OK. Merci beaucoup. Monsieur Godbout. Je Oui. précise une chose, hein. Moi, j'ai rien contre les gens qui ont de la religion, là. Faites la religion que vous voulez, j'ai aucun problème avec ça. Si vous êtes des adorateurs de la terre plate ou du spaghetti, j'ai aucun problème. Mais imposez-le pas aux autres, par exemple. Que ce soit le catholicisme, l'islam, les juifs, n'importe quoi. Croyez en ce que vous voulez, mais imposez-le pas aux autres. Mhm. Mon Oui, éditorial. il y a les droits. Excusez. Alors, allez-y, M. Godbout, allez-y. OK. Alors, il y a les droits il y a les droits individuels, il y a les droits collectifs, puis il y a les droits constitutionnels. Est-ce que le projet de constitution du Québec ou encore la constitution actuelle du Canada parle de droit d'aide médicale à mourir ou s'il n'y en est pas question actuellement? Ou si c'est un Euh, dossier que vous allez suivre? non, non, la réponse pour le Québec, c'est facile parce que le projet de constitution qui vient d'être mis sur la place, là, indique clairement qu'entre autres, ils veulent consolider le droit à l'avortement. Ça, c'est une bien mauvaise idée de mettre ça dans une loi, par exemple. Tous les experts le disent. Mais, par exemple, consolider le droit d'aide médicale à mourir. Ça, c'est une meilleure idée parce que c'est déjà une loi. Donc, si ça peut être consolidé. En ce qui concerne la Constitution du Canada, la décision de la Cour suprême le 6 février 2015 a dit que le Code criminel qui interdisait l'aide médicale à mourir était non constitutionnel en raison de l'article 1 et de l'article 7. L'article 7, c'est celui qui dit que toute personne a le droit à la vie, à la dignité, etc. Et pourquoi cette décision-là? Parce qu'ils ont dit les personnes qui veulent l'aide médicale à mourir, qui veulent être aidées, parce qu'ils ont une maladie grave et incurable, parce qu'ils sont aptes à prendre des décisions pour eux-mêmes. Ces personnes-là, si on ne les aide pas d'une façon raisonnable au plan médical, ben, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont prendre des moyens violents, une carabine, se tirer devant le métro, se tirer devant un autobus, faire un accident de la route, etc. Et c'est comme ça que la Cour suprême, je rappelle, à l'unanimité, et signé la Cour. Ceux qui sont ici avocats ou juristes, là, vous savez que c'est la décision qui a le plus haute valeur, la plus haute valeur au niveau constitutionnel, une décision de la Cour suprême signée la Cour à l'unanimité. Et pourquoi? Justement parce que le Code criminel allait contre la Charte des droits et libertés du Canada. Donc, pour répondre à votre question de façon courte et précise, oui, c'est déjà dans la Constitution, c'est-à-dire que la décision de la Cour suprême reflétait la Constitution.
Ça va, M. Godbout? Votre micro est fermé, ça répond? Oui, mais merci beaucoup. C'est très, très complet. Ça fait plaisir. Madame Girard, ouvrez votre micro. Ah, c'est ouvert, Oui. parfait. Oui, Il va y avoir une bonjour. question aussi dans le chat en passant de Ah, Mme OK, Lévesque. ouais, c'est ça. Allez-y après, d'accord. Madame Girard, allez-y. Oui, bonjour. Quand vous parliez des demandes anticipées, quand on arrive à une limite que la personne a fixée, vous disiez, là, la phrase m'échappe un peu, mais vous disiez que ça doit apparaître arriver de façon récurrente. Oui. Récurrence, c'est combien de fois? Est-ce qu'il y a Une excellente question. C'est d'ailleurs ce qu'on essaie de, ben pas moi, mais la Commission des soins de fin de vie là, est en train d'évaluer toutes les demandes qui ont déjà été faites, voir si on peut affiner la loi. Mais récurrente, ça veut dire, je vous donne un exemple simple, là. J'ai eu une incontinence fécale une fois, mais c'est arrivé une fois dans le mois. Bon. Puis j'ai encore, je suis inapte ou à peu près. Ben, récurrent, ça voudrait dire quand même une incontinence fécale assez régulière. Mettons, si c'est pas tous les jours, c'est au moins à tous les 2 jours, etc. C'est ça que ça veut dire de façon récurrente. Ouais, je comprends, mais je suis contente d'entendre que vous voulez vous pencher là-dessus parce que ça peut donner place à une certaine réticence de la part de la personne traitante. Tu sais, dire, ben là, ça fait juste 3 fois. Ou, tu sais, Vous avez parfaitement raison, madame. C'est ce qui nous ennuie aussi dans la façon dont le projet de loi, dont la loi a été écrite. C'est ce qui nous ennuie. Par exemple, c'est la même réflexion qu'on peut avoir sur la question des souffrances. Mais c'est en train d'être vous savez, encore une fois, il y en a eu très, très peu, quelques-unes des aides médicales à mourir, et c'est avec l'usage dans les prochains mois qu'on va voir ce qui doit être amélioré. Euh, je ne penserais pas que le gouvernement actuel va se pencher là-dessus, on va être bien franc, là, mais peut-être qu'un autre gouvernement progressiste va pouvoir se repencher là-dessus. Mais vous avez tout à fait raison. Il y avait bonjour dans le chat, une personne qui était tétraplégique était éligible à l'aide médicale. Oui, absolument, tout à fait, parce que c'est une maladie grave et incurable. Ce qu'on va faire dans des cas comme ça, de paralysie de la moelle, là, tétraplégie ou quadriplégie, en général, ça ne sera pas accepté dans les premières semaines. Pourquoi? Pour laisser le temps à l'évolution de voir s'il y a une amélioration de l'évolution neurologique du patient, parce qu'il y en a assez souvent, il y a une certaine évolution. Mais si la demande est récurrente sur plusieurs semaines, voire quelques mois, et que le patient a eu de la réadaptation, ben là, évidemment, on va envisager sans aucun problème sa demande d'aide médicale à moi. Puis il y a aussi une question de contexte. Si vous avez un jeune de 25 ans qui a un accident de moto et qui se retrouve quadriplégique ou tétraplégique, sans assistance respiratoire, ben là, évidemment, on va lui donner du temps de réflexion avec la réadaptation parce qu'on sait que d'abord, il peut y avoir un peu d'amélioration de sa situation, puis aussi, ben, il peut y avoir aussi une réflexion sur sa situation. Si vous avez un patient de 70, 75 ans, comme c'est arrivé il n'y a pas très longtemps à Saint-Simon-de-Rimouski, justement, ben là, évidemment, la réflexion va être avancée plus vite. Surtout si vous avez un patient qui a une tétraplégie, quadriplégie au niveau respiratoire, c'est-à-dire qu'il a besoin en haut de la région C4, là, si le patient a besoin d'un respirateur tout le temps, ben là, on sait que ça va être définitif, ça. Donc, en tout cas, si c'est moi qui le vois, je peux vous dire que son éligibilité va être décidée beaucoup plus rapidement que certains autres. Maintenant, quelqu'un a dit tout à l'heure, il y a des médecins plus réticents ou disons plus, nous on dit plus frileux que d'autres, c'est vrai. Mais bon, c'est pas parce qu'une demande a été refusée une fois qu'elle va l'être tout le temps, là. Est-ce que ça répond à votre question pour Mme Lévesque? Ou des fois aussi, il y a des choses particulières dans une question comme ça. Beaucoup. Madame Lévesque, ça va, ça répond? Oui, très bien. OK, parfait. Merci. Madame Boyer, oui. Vous avez abordé tout à l'heure la sédation palliative continue Oui. dans un cas où un patient serait vraiment prêt à avoir l'aide médicale à mourir, mais qu'elle ne serait pas disponible le jour même ou le lendemain. Ça me semble être un soin de vie qui lui permet
qui est important pour lui, puis qui lui permet finalement d'avoir une fin de vie Oui, comme oui, il le souhaite, même si c'est un traitement qui est différent ou un soin qui est différent. vous avez Ça me semble parfaitement très bien. raison. Vous Est-ce, avez est-ce- parf- est-ce que l'utilisation a évolué dans les dernières années ou est-ce que c'est un soin de fin de vie qui existe depuis... La sédation palliative Oui, continue? c'est ça. Ah, ça, Oui, c'est c'est ça. intéressant. Ça existe depuis que la morphine existe, ou à peu près. Puis ça existe depuis que les docteurs allaient surtout les médecins de famille, allaient dans les familles. Moi, je donne toujours l'exemple de Madame Gertrude qui appelle le docteur Tremblay, puis qui dit au docteur Tremblay, ben, mon Alfred, là, il va pas bien, là. Vous savez qu'il est sur les derniers temps, puis il va pas bien. Fait que le docteur Tremblay partait avec sa carriole ou avec sa petite auto, puis il s'en allait voir Gertrude. Puis il disait à Gertrude, je vais aller voir Alfred en haut à l'étage. Il allait voir Alfred, puis il redescendait après, puis il disait à Gertrude, Alfred, il a fini de souffrir. Et ça se faisait partout. Ça se faisait dans nos hôpitaux. Moi, je me souviens très bien, j'étais résident en neurochirurgie en 80-81. J'avais un patron en neurologie, un vieux docteur, le cœur sur la main. Quand on faisait parce qu'en neurochirurgie, il fallait faire 6 mois de stage en neurologie. Ça, c'était bien plate, mais bon, il fallait bien le faire. Et donc, éditorial. Et donc, quand on faisait la tournée du samedi matin, il me disait, bon, Georges, le patient qui est là, avec sa tumeur cérébrale maligne, là, je pense qu'il est rendu pas mal au bout. On va prescrire ce qu'il faut. Parfait. Ça se faisait, mais ça se faisait. On donnait des soins. On donnait des soins compassionnels. On donnait des soins selon ce que le patient avait besoin. Et ça se faisait. Les gens plus âgés parmi vous, peut-être pas vous autres, vous êtes jeunes pour une bonne gang, là, mais vous avez peut-être connu ça pour vos parents. Et ça se faisait beaucoup, beaucoup en région. Je dis pas que ça se faisait à tous les jours, mais ça se faisait régulièrement. Et les médecins ne laissaient pas les patients traîner. Alors que maintenant, vu que tout est légalisé, normalisé, formalisé, bon, ben, les médecins ont peur, ils ont peur de se faire poursuivre, ils ont peur de ci, ils ont peur de ça. Mais la question précise que vous posez, oui, si, mettons, le patient est chez lui, puis qu'il ne peut pas avoir d'aide médicale à mourir parce que les médecins ne sont pas disponibles assez rapidement, etc., etc. Ou encore qu'il est à l'hôpital ou en maison de soins palliatifs, puis qu'on ne trouve pas de médecin ou d'infirmière tout de suite. Bon, on peut très bien lui donner une sédation palliative continue. De toute façon, rendu là, ça ne traînera pas bien longtemps, là. Mais c'est une aide médicale à mourir qui amène le patient à son décès de façon confortable, mais c'est plus long pour le patient, puis c'est plus long pour la famille aussi. Il faut toujours penser à la famille là-dedans, là. Voir son père ou sa mère ou son frère ou sa sœur agoniser pendant 24 heures, 48 heures, 3 jours, là, il n'y a rien de drôle là-dedans, là. Merci. Monsieur Edouard. Oui, j'ai 80 et je sais que ça se faisait. Euh, Ah, ben voilà. euh, Vous avez parlé tantôt de médecins frileux, mais justement, supposons que le patient qui est dans une démarche d'aide médicale à mourir, puis il voit que son médecin, ben, c'est ça, c'est pas tous les médecins finalement qui pratiquent Non, non, l'aide non. à mourir. Non, non, Donc, sur 23 000 médecins au Québec, les derniers chiffres de l'an dernier font état de 1600 médecins qui ont participé à l'aide médicale à mourir. Puis là-dessus, on est 900 quelques à en faire de façon plus régulière. voyez-vous, Mais alors, par exemple, la plupart des médecins traitants, en tout cas, beaucoup de médecins traitants ne font pas d'aide médicale à mourir. Ils vont accompagner leur patient, mais c'est celui qui a évalué le patient pour l'aide médicale à mourir qui va donner l'aide médicale à mourir. Donc, vous moi, par êtes- exemple, les patients que je vois, j'ai plus de patients à moi depuis longtemps, là. Mais les patients que je vois, c'est des patients que je connais pas, puis je vais les voir, je les rencontre, je les connais, puis c'est moi qui vais leur donner l'aide médicale à mourir. Mais je les ai connus à partir de ce moment-là. et est-ce que vous êtes deux professionnels à ce moment-là pour recevoir la demande Il ou faut toujours deux professionnels. Le premier, celui qui va donner l'aide médicale à mourir, médecin ou infirmière, et un deuxième qui valide l'éligibilité du patient, infirmière ou médecin. parfait. Et comme ça, veut dire pour un, disons qu'un médecin qui quand même est apte à donner l'aide médicale à mourir, mais qui est un peu frileux, puis que le Ouais. patient dit, moi j'aimerais avoir un autre médecin qui... Ben, le patient, tout à fait. Ben,
Non, en fait, le médecin frileux, s'il va voir le patient pour l'aide médicale à mourir, c'est qu'il ne l'est pas. Ce qu'on peut avoir, par contre, c'est qu'un patient qui aurait, je sais pas moi, mettons un syndrome de douleur chronique qui dure depuis longtemps. Certains médecins vont dire, bon, ben, je vais demander une évaluation en psychiatrie. Moi, je ne le demande pas. Je suis capable d'évaluer si un patient a une douleur chronique. Je suis neurochirurgien, j'ai vu toute ma vie, là. Mhm. Mais par ailleurs, c'est pas moi qui souffre, c'est le patient. Si le patient me dit qu'il souffre et qu'il a des raisons, là, quelle que soit la raison, là, ben, un médecin frileux, entre guillemets, ben, c'est celui qui va dire non, moi, je ne fais pas ça, là, vous n'avez pas un cancer, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Puis des médecins comme d'autres qui sont moins frileux, on va dire ça de même, ben, on va écouter le patient, puis on va dans le sens du patient. Évidemment, pas de façon gratuite, puis de façon on n'étudie pas le dossier d'aucune façon. C'est pas ça la question, là. La question, c'est d'écouter le patient. Si un patient me dit qu'il est très souffrant puis qu'il a des raisons, ben, j'ai aucune raison de mettre ça en doute, là, moi. D'accord. Merci. Très intéressant. Ça fait plaisir. Monsieur Godbout. Oui, je trouve que vous avez un grand sens de l'humour et c'est très apprécié dans C'est le pas un show d'humour. contexte où vous avez un nom prédestiné Ah, ça, c'est pas de ma faute. qui est même peut-être un peu contradictoire avec l'aide à mourir. Vous donnez de l'espérance. Oui, c'est ça. C'est intéressant ce que vous dites parce que euh, une des choses qu'on voit le plus dans l'aide médicale à mourir, je ne dis pas pour les patients qui ont un cancer là, qui est avancé, là, mais pour toutes les autres maladies, lorsqu'on dit aux patients, oui, vous êtes éligible à l'aide médicale à mourir, et ça donne beaucoup, beaucoup de sérénité aux patients. Et ça leur permet d'avoir une aide médicale à vivre, en fait, pour l'année qui vient, pour les 2, 3 années qui viennent, s'ils n'ont pas une maladie qui va les amener à leur mort dans les prochains mois. Je pense, par exemple, aux scléroses en plaques, polyarthrite rhumatoïde, Parkinson, etc., etc., etc. Et ça donne aux patients de la sérénité. Ils savent qu'ils ne seront pas abandonnés. Et ça, c'est beaucoup. C'est pas à Parce cause de que moi, c'est juste parce que ils savent qu'il y a une loi qui leur permet de dire, ben, quand je serai rendu au bout, là, j'appelle, puis ça va se régler. dans notre famille, on a vécu ça au mois de décembre dernier. Une de mes tantes de 95 ans qui a eu des diagnostics là, de maladie finale. Là. Elle a demandé à faire ça au Champagne avec le médecin évaluateur, puis le médecin accompagnateur et Ah, l'infirmier. Et on était 10 dans le salon, à son domicile. Et ça s'est fait, je dirais, dans l'allégresse. oui. Et à la limite, elle avait enregistré dans son jeune âge, elle avait 20 ans, une chanson. Elle faisait un petit peu d'opéra quand elle était jeune. Et on a retrouvé le vieux disque. Ah, Et on a fait jouer c'est ça bon. en famille en prenant du champagne. Puis finalement, on était 10, mais ça s'est rendu à 2 bouteilles de champagne et non pas juste à une. Et elle a quitté dans. C'était c'était pas une C'est beau à voir. cérémonie, c'était beau à voir, c'était rassurant. Mhm. Et elle s'est endormie avec la deuxième ou la troisième dose dont vous avez parlé. Mhm. Et on a tous continué à jaser de son passé récent puis de son C'est ça. passé lointain. Et c'était une méthode de disparaître en laissant un souvenir. Puis elle avait même préparé des cadeaux pour tout le monde. Des petites choses très simples, là. Pas un Mhm. héritage, là. Mais toi, je t'ai préparé une carte de vœux, puis elle nous a donné ça avant qu'elle subisse Mhm. les injections. Alors, Tant mieux. maintenant, on connaît beaucoup mieux la procédure technique Ouais. par laquelle elle est passée avec les médecins puis l'infirmier. On n'avait pas eu de renseignements trop détaillés là-dessus. On a vécu l'expérience et je recommanderais à tout le monde de vivre ça. De passer par là. Et ça permettrait C'est ça. de le vivre dans le sens où d'en être conscient qu'elle a pas souffert, puis elle Tout a à fait. choisi elle-même à 96 ans de faire ça. Et Bon. elle n'avait qu'un objectif dans la vie, c'était de vivre quelques mois plus vieux que ma mère, qui était sa sœur. Et elle l'avait réussi. Puis elle avait atteint un de ses objectifs personnels. Puis elle dit, bon, ben là, j'ai plus rien à faire, j'ai plus de sœur, j'ai plus et elle a quitté
dans la sérénité. Puis, je trouve que c'est un exercice, au-delà de l'aspect technique, de l'aspect légal, c'est l'aspect personnel de la situation qui devient le plus important à la fin Ouais. pour la famille et pour la personne elle-même qui est heureuse. Elle était heureuse de nous faire vivre ça. Ça, Tout à fait. c'est important aussi. Alors, Merci de votre témoignage. c'était C'est socialement très très vrai. acceptable. Merci beaucoup. Ben, non, c'est un témoignage. C'est la réalité. Puis, ceux d'entre vous, celles et ceux d'entre vous qui avaient malheureusement ou qui avaient entendu parler de décès, d'agonie, etc., c'est complètement différent. C'est tout à fait autre chose. Et il n'y a rien de drôle à voir quelqu'un agonisé, surtout quelqu'un qui est proche de nous, de son proche, là, puis la respiration, puis ça respire, puis ça arrête de respirer, puis ça recommence, puis il n'y a rien de drôle là-dedans. On est très chanceux d'être dans une société progressiste comme on a. Voilà. Et je rajoute ça en disant, c'est quand même extraordinaire qu'un gouvernement décide de donner un honneur d'ordre national, justement, à un représentant de ce soin de dernier recours. Faut être chanceux, faut être conscient qu'on a une chance de vivre dans une société progressiste. Il y a des problèmes, c'est vrai, mais au moins, il n'y a plus trop de questions là-dessus. Même pour l'avortement, c'est la même chose. Voilà, excusez-moi. Notre éditorial. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais en tout cas, moi, je tiens, votre conférence était très intéressante. On vous remercie beaucoup. Au nom de la DOCAR, je vous remercie aussi, là. Ça fait plaisir, tout le monde. Merci de votre présence. Il y a encore plein de monde après autant de temps. Merci beaucoup à tous. Puis, bonne saison d'hiver. Avez-vous mis vos tenues d'hiver? Moi, ça va être dans 15 jours. Oui, Madame Marie-Michel. Ah, vous dites bonjour? Oui, ah, OK. Merci beaucoup, tout le monde. Puis, gênez-vous pas pour aller sur notre site si vous voulez plus de renseignements. Ouais, on est toujours là. Merci beaucoup. Je mettrai le lien avec tout ce qu'il faut là, pour le PowerPoint, puis la vidéo, puis le lien vers le site web de l'association. Puis Ouais, encore très une fois, bonne ceux qui explication. veulent l'imprimer, là, il y a 88 diapos là, dans le PDF. Là, fait que imprimez-en seulement 6 par page recto verso noir et blanc. Sinon, ça va vous coûter cher de papier. Merci. Merci, Dr. Espérance. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée tout le Très monde. bonnes explications. OK, Bon bye-bye. hiver. Au Bon, revoir. mais sur ça, je vais aller m'acheter un poisson rouge. Bon point. Merci beaucoup. Bonjour. Bye. Je vais arrêter l'enregistrement.